Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre Mecs. Ça fait 1 an qu'on n'a pas sorti d'épisode, je sais que vous l'attendez. Et qui dit grosse attente, dit nouveau générique. Je vous laisse noter sur 10 le nouveau générique. Entre mecs, 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 entre mecs. Vous avez aimé le nouveau générique? Nouveau générique, J'adore. nouveau générique. Entre garçons. L'émission de Alors non, Ben c'est, Never. le générique audio reste le même, c'est juste que maintenant c'est un full Ah dessin merde, animé. ok. Ah, oh, Ouais, ski café. ouais, c'est Cochon Viking. Quel camp, j'imagine aussi. Qui a- Sans doute Ça, normand. Et ça alors, a il l'air est, normand, il ça. est de Orléans, mais comme il y a Viking, j'ai accepté de bosser avec lui. Donc, Toujours ça vient quoi. Les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Et en fait, c'est Merci. marrant parce qu'on dirait presque un peu une blague cette émission, parce que moi, c'est un peu un running gag que je viens de Caen. Et là, je me suis dit, on fait une thématique vraiment de niche. C'est-à-dire prendre uniquement des gens de la musique de Caen. Et on était quand même à 2 doigts de faire une double niche, de faire des artistes musicaux de Caen qui sortent d'un télécrochet. Bah on n'est pas loin, parce que c'est tu pas vois, loin. on est- On fait la Aurel Scred Academy. Ça passe peut-être. J'allais dire, dis-moi que t'as fait un tremplin de MJC filmé par un daron Non, au caméscope. même pas. Non, Putain, non. dommage. Moi j'ai juste suivi le mouvement, contrairement à mes collègues. Gringe, merci d'être là. Bah, merci à toi, merci à vous, c'est trop cool. C'est un plaisir. JER, j'ai failli t'appeler par ton vrai prénom parce que nous, on va pas se mentir, on se connaît depuis vraiment longtemps. Oui. Toi, tu sors de Nouvelle École, finaliste Nouvelle École. Ouais, absolument. Merci d'être là. Bah ouais, merci de m'inviter, frérot. Plaisir. Pierre, Oui. grand gagnant de J'étais trop concentré. grand gagnant de la Star Academy. Ouais, exact. Merci Merci d'être à là. toi. Mais on s'est croisés dans les loges de ton européen, Joseph. Exact. Et on a discuté et tout, Ouais. le feeling est bien passé. Trop bien. Bah, En merci effet. beaucoup. Et Joseph, merci d'être là. Mais ravi. Toi, t'avais fait. Oh, t'en peut-être mets que pas les avec gens. ça, ouais. Je sais, mais moi je veux savoir. On veut tout savoir. Toi, t'as fait The Artist. Koh-Lanta, moi j'avais gagné cette émission, et puis c'était au fur et à mesure. The Artist, peut-être que j'en connaisse moins The Artist. Moi, je Ça sais pas. m'étonne. Ça m'étonne. Non, écoute, non, alors, The Artist, qui était une super émission présentée par Nagui, qui n'a pas Ouais. eu le succès télévisuel de mes deux compères. Mais t'es arrivé finaliste. Je suis quand arrivé même, de finaliste, et c'était la télécrochet, première émission de télécrochet d'auteur-compo. Donc en gros, on venait, on chantait notre propre chanson. Ouais. Ça a été une première. Et la dernière, vraiment. on Et se la rend compte dernière, qu'il tout à faut fait. pas chanter ses propres chansons. applaudir Joseph. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bravo. En fait, c'est dommage parce que le concept, moi, je le trouvais super Ah cool. ouais, hein. le ouf. Bah, c'était cool, hein. Franchement, Mm. c'était. Puis on a passé un bon moment. J'ai eu plein de rencontres super chouettes avec plein d'autres artistes. Après, voilà, on était en face de The Voice All Stars il y a Ouais, 10 ans. compliqué, compliqué. Ce qui facilite pas. C'était mieux ou moins bien que Fort Boyard? Aïe. On m'a dit qu'il y a un petit trauma Fort Boyard quand même. Alors, c'est une de mes anecdotes les plus folles. Franchement. Tu l'as En déjà fait, raconté ou pas? je la publiquement, non. Ah ok, très bien. Publiquement. Alors, Mais on a non. le temps, de toute façon, on a grave. Dis-nous tout. Joseph, moi ça m'intéresse, t'as rencontré Passepartout, Pasta? Mais j'ai tout, Ah oui. tout. Non, tu l'as vraiment fait. Je l'ai fait. Est-ce qu'il parle maintenant? Parce que je crois que... Ouais, alors il ça, c'était parle. la nouveauté. Non, en gros, j'étais dans une équipe qui était composée de... Il y avait Natacha Saint-Pierre, Ève Gilles, Miss France, Soren Prévost, un humoriste, fils de Daniel Prévost, Ok. et Paloma et Lolita, qui sont deux gagnantes, deux candidates de Drag Race France. Ah oui. J'en mets. Bien et sûr. moi. Mais en gros, il y avait un concept qui s'appelait la chambre des cauchemars. Ouais. Et donc, en gros, le délire, c'est genre, t'arrives dans une pièce, t'actionnes un petit levier, Et là, t'as Et- le père Fouin qui arrive comme ça. Désolé, je vous coupe en pleine anecdote de Fort Boyard qui, en plus, vaut le détour. Pour financer cette émission, j'ai l'honneur d'avoir un partenaire. C'est la première fois qu'on bosse ensemble et vous allez voir pourquoi j'ai un petit rectus. Parce qu'il s'agit de NordVPN. Je suis peut-être le dernier youtubeur français à pas avoir bossé pour NordVPN. Et alors, je vous avoue que quand ils m'ont contacté, je me suis rendu compte que la plupart des placements de produits que j'avais vus, j'avais un peu passé les vidéos des autres. Donc en fait, je savais pas exactement à quoi ça servait et c'est peut-être aussi ton cas. Voici donc 5 bonnes raisons d'utiliser NordVPN et il y en a une, tu vas voir, je devrais pas la donner. Premièrement, tout le monde peut accéder à tes données. Peut-être que toi tu le sais, moi je ne savais pas que mon fournisseur internet avait accès à tout ce que je faisais, mon historique. Et si jamais tu streams beaucoup par exemple, il est en capacité de ralentir ta bande passante. Un peu chiant. NordVPN à ce moment-là va scripter tes données et donc c'est impossible pour qui que ce soit de savoir ce que tu es en train de faire. 2. Tu rates du contenu exclusif. J'ai eu ce problème quand j'ai lancé Insomnie avec France TV Slash où tous les gens en dehors de la France n'avaient pas accès au contenu. L'avantage avec NordVPN c'est que tu changes la géolocalisation de ton IP, donc tu dis moi je suis au Mexique par exemple, et tu peux regarder des
matchs de Ligue 1 parce que c'est gratuit au Mexique. Pareil pour profiter de la F1 en Belgique. Avant de passer au point que je ne devrais pas vous dire, le troisième est, vous payez trop cher sans le savoir. Il y a pas mal de sites commerçants de shopping en ligne qui arrivent à localiser où vous êtes, et selon votre localisation va ajuster les prix. Du coup avec NordVPN, vous pouvez vous localiser à des endroits différents pour pouvoir avoir le meilleur prix. 4. Les pubs, c'est ciao. Bon, celle-là je devrais pas vous le dire, mais si les pubs YouTube vous saoulent, et je crois que c'est pareil aussi sur pas mal de publicités sur Twitch, vous pouvez les zapper complètement en vous mettant une IP albanaise avec NordVPN. Ça c'est cadeau. Je suis sur la paille. 5e et dernier point, vos mots de passe sont en danger. Bon, ça clairement c'est le point qui me fait le plus flipper. Je vous fais pas toute une conférence sur les hackings de mots de passe. Inclus dans NordVPN, il y a NordPass, où vous pouvez gérer des mots de passe hyper complexes et les sécuriser. Ils sont stockés en sécurité dans NordPass, et du coup, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de tous les mots de passe, ou pire, d'avoir le même mot de passe pour tout. Bon voilà, c'est 5 raisons, mais en vrai, il y en a beaucoup plus d'utiliser NordVPN. Et avec mon lien en description, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, ce qui fait moins de 3 € par mois. Et bien sûr, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, bref. Merci NordVPN, on revient à l'anecdote Fort Boyard. Non, en gros, t'as un écran sur lequel défilent des cauchemars et tu vas les vivre, tu vois. La première qui Donc y tu va... sais que tu vas en avoir plusieurs. Bah, toi, il y en a un par personne. Ah ok. Natacha Saint-Pierre, c'est la première qui y va. Donc Et ça, c'est Inès Reg tout de suite. qui apparaît. Qui apparaît. T'imagines. Non, ils lui ont mis attaque de chien. Quoi, c'est vénère. C'est un peu chaud. Ouais. Je te jure. Ça a Ils changé lui le ont mis- Fort Boyard. Ah, mais c'est ce qu'on s'est dit. Et nous, 8h du mat. Putain. Et on la voit, et elle est là, combi, tu sais, Bien sûr, ouais. de gens qui gardent les chiens. Passe muraille, il lui lâche un yanche. Ah ouais, mais Passe-Muraille, on le savait pourtant. C'était lui. Hein. Il est larvé. Parce Et qu'il est vicieux. un berger allemand, vraiment. Je crois qu'il était sur le yinche d'ailleurs. Vicieux, Il est arrivé ouais. à dos de yinche. Torse nu, je pars en mode Poutine sur l'ours là. Et j'arrive dans la chambre des cauchemars, et à l'écran s'affiche noyade. Moi je dis ça, c'est pas une épreuve, c'est une conséquence. Ouais. C'est La mort. Ah oui, c'est un sacré cauchemar. C'est pas un truc. Et donc en gros, il m'amène dans le centre là du fort, et il m'accroche par les yep, et ils prennent une poulie, et ils me soulèvent, et après je suis suspendu par les pieds à 3 mètres du sol. En dessous de moi, ils mettent une cuve remplie d'eau de mer froide, et ils disent bah voilà. Le concept, c'est tu vas dedans. Et c'est Zemmour qui a réfléchi les épreuves. Et ils me descendent dedans, tu vois, ils me disent donc faut que tu le réussisses 3 fois, une fois 30 secondes, une fois 45 secondes, une fois 1 minute, pendu par les pieds, machin, etc. En apnée En apnée. 1 minute d'apnée Et Faut frère, chaud. sur Ah ouais. 1 minute d'apnée, je l'ai même pas à l'endroit sans Ouais, eau. bien sûr. Surtout la tête à l'envers. Et Ah ouais. t'as le sang qui te monte à Et la Parce donc- que attends, moi ce qu'on m'a dit c'est que en plus de ça, c'est qu'ils se sont foirés eux. Exactement. Techniquement. Et donc en gros, ils me descendent dans le truc et ils me disent en gros, pour lancer le chrono, t'appuies sur le bouton rouge qui est en bas. Choisis mortel. Ils me descendent dans l'eau, ils stoppent le truc, je suis dans l'eau, je vais pour appuyer, j'atteins pas le bouton rouge. Mais t'as la tête dans l'eau à ce moment-là. Mais j'ai la tête dans l'eau. Ok. Et du coup, je suis en train de me dire, ah, là, j'ai pas lancé le chrono, mais pourtant, je suis quand même dans l'eau. Et eux, ils m'avaient dit quoi? Si jamais t'as un problème, tu fais ça pour monter, ça pour redescendre. Mais dans Mais quel quand sens ils me disent ça, j'étais à l'endroit. Donc pour moi t'es en mode plus bas, plus bas. Et du coup, moi, je fais remontez-moi, remontez-moi. Mais ils me redescendent, ils me redescendent. Et du coup, là, je fais, bah, je vais clamser, je pense. Ah, Et, t'y as pensé pour ah de bah vrai ouais, sur le coup, je me suis dit, vas-y, et c'est dommage mourir sur France 2 et tout, tu vois. Ouais. Ouais, Et c'est. Ouais, offrir ça à France 2, ça fait chier quand même. c'est relou, tu vois, tant qu'à faire. Il y a un moment où tu te dis Sur le coup, c'est ouais, je long me quand dis- même. Ah ouais, bah en fait, mais surtout sur le coup, je me dis, tiens, ils sont pas en train de faire le truc que je leur demande de faire, Ouais. c'est-à-dire de me sauver. Quoi. Ouais. Et du coup, ils me remontent et ils me disent, ouais, désolé, on s'est foiré. Je fais, ouais, j'avoue. Ils me font, ok, on y retourne. Je fais commencer à dire, Ah direct. ils me Ah ouais. remettent une deuxième fois. Ils se refoirent une deuxième ouais. fois. C'est pas comme moi, j'aurais pas dire. C'est fou. Ah ouais, La deuxième fois, pareil, j'appuie pas. Troisième fois, je remonte et je dis, T'es venez, violet. on oublie le coup du bouton. Au pire, quand Oui, je suis quand dans t'es l'eau, dans on l'eau, lance le chrono. Mais t'étais le premier, genre à. Première fois qu'ils faisaient l'épreuve. Ah ouais. Ouais. Ah oui, donc c'était le test. En quoi. test même, Et- ouais, tester sur personne. quoi. Cobaye, quoi. Et du coup, ils font ça, ils me descendent. Et après, du coup, moi, tu vois, ça fait 2 fois qu'on me noie. Donc je dis, vas-y, je vais pas aller au bout du délire. Tu vois. Donc je fais 25 secondes, je remonte, je dis, c'est fini. Et je suis là en panique et tout. Et ils font, eh ben Joseph, c'est perdu malheureusement, salut. Et ils se barrent. Toi, Et t'es je suis comme en as. crise d'angoisse. Pendu. Pendu par les yeux, Tu bouges comme pendu ça. par les pieds, comme ça. Olivier Mine, Au-dessus c'est du Traxler. Joseph, j'ai envie qu'on parle d'une anecdote plus traumatisante que Fort Boyard. Il faut qu'on la raconte. Vas-y. Tu m'as invité à ton européen et on a fait une séquence avant l'européen.
qui n'a jamais J'étais là, j'ai même pas vu. Faut qu'on le dise. Non, parce qu'elle n'a pas été publiée. Ah, ok. C'est-à-dire que toi, souvent tu prends un guest et puis tu lui dis fais-moi faire un truc sur scène, etc. Et la plupart des guests ils disent dis artichaut, faut que tu le places dedans. Que moi, tu sais que tu m'invites, je vais pas faire un truc comme ça. Donc on tourne la séquence dans les loges et je lui dis écoute gars, tu dois faire une déclaration, mais tu dois dire un vrai je t'aime à quelqu'un qui est dans la salle ou tu l'appelles n'importe, mais pas un truc genre je t'aime, tu fais une vraie déclaration à quelqu'un. Donc moi après je suis au fond de la salle, j'attends le truc et tout, je le vois pas arriver et puis là je vois qu'il commence à faire un truc et je vois qu'il fait une déclaration à son frère, tu vois. Et il dit je t'aime mon frère et tout, et en fait à ce moment-là je suis en mode c'est mignon, tout le monde applaudit, etc. Et je me dis petit joueur parce que son frère ils bossent ensemble, tu vois. Donc je me dis ils se voient tous les jours, vas-y c'est sûr ils se sont dit je t'aime plein de fois, voilà. Sauf qu'après je vois son frère parce que les deux font 2 mètres, tu vois. Donc son frère je le vois, il arrive au fond de la salle, il s'assoit à côté de moi et je vois qu'il est en larmes, tu vois. Et je vois que tu sais ça lui a fait un Ça truc l'a et tout. touché. Ouais. Et je me dis ok, donc non en fait ok, il a eu le courage de le faire, genre c'est une vraie déclat, tu vois. Et les semaines passent et puis je vois que la vidéo elle sort pas. Et je lui dis mais elle sortira un jour, et toi tu me dis non mon frère il a pas voulu qu'elle sorte. Je t'ai menti. En fait, en fait, je sais pas où elle est la vidéo, je t'avoue. Parce que rien à voir, ok. Ah ouais. Mais non, mais en T'as fait, perdu les rushs. ce concert était un désastre. Tu veux dire que ton frère il était ok pour sortir la vidéo? Je pense, hein. Ok. C'est pas une histoire de pudeur. Entre frangins. Franchement, de mon côté, non. Moi, j'ai pas de problème pour dire aux gens que j'aime que je les aime, tu vois. Ok. Genre, en vrai, c'est pas un truc qui me gêne. Mon daron, peut-être un peu, c'est un truc, mais après, c'est un daron égyptien, tu vois. Avec mon frère, c'est plus, je lui dis je t'aime. Il me fait ouais. Et entre frangins, c'est ça. frangins, c'est rare. Ouais, c'est ça. Moi, je lui dis, mais. Ouais, je sais pas si vous avez des frères et sœurs ici. Ouais. Moi, j'ai rarement. Bon, moi, je l'ai jamais fait. J'ai rarement vu des frères et sœurs s'envoyer des je t'aime ou même se faire des câlins. Ouais, moi, c'est très rare. C'est pas si commun, enfin, en vrai. Ah ouais. Moi, chez nous, on est très pudique en vrai, donc on se dit pas vraiment les choses. C'est vrai que depuis la Starac, plus avec mes parents, j'ai plus ce truc de dire des choses. Mais avant, vraiment rien, surtout avec mon père et tout. C'était. Je suis assez proche de ma mère, comme toujours, j'ai l'impression. Les mecs sont proches de leur mère. Ouais, mais avec les papas, c'est souvent un petit peu plus. Ouais, c'est souvent un peu plus il y a ces histoires de distant, pudeur, quoi. Ouais, ça, ouais. pudeur. Donc, jamais vraiment dit. C'est vrai. Tu veux un câlin? Oui, papa, je un veux. câlin. Moi, je trouve ça étonnant que t'aies jamais dit je t'aime à ton frère parce qu'il y a 5 ans, t'as fait un livre à 4 mains avec ton Voilà, frère. mais c'est ma manière de dire je Ok, t'aime à mon c'est frère, plus ça. à travers le projet en lui-même. Par des biais détournés, mais après, on s'aime. Ouais. Parce qu'en gros, ton frère est schizophrène, donc c'est un peu tout le sujet du livre. Exactement. Et il y a un moment où tu dis je suis vraiment le pire grand frère qu'on puisse avoir. Je suis pas tendre avec moi. Mais c'est un moment où j'essaie de me refaire le film à l'envers et je me dis en fait c'est sans fin. Je peux me le refaire à l'envers en me disant à quel endroit j'aurais pu intervenir et empêcher ça, tu vois. Mais c'est comme ça. C'est à un moment donné, les choses sont ce qu'elles sont. Il y a une histoire de fatalité. Et c'est à partir de ça que je sais pas comment dire ça, mais tu te réorganises, tu vois, pour le mieux, quoi, autour de ton frangin, que tu le couves et que tu l'accompagnes. Mais ouais, c'est compliqué quand on est, je sais pas, on est frères et sœurs, quand il y en a un qui... Pour les grands frères ou les grandes sœurs, il y a une histoire un peu de culpabilité, quoi. Ouais. Parce que tu as une responsabilité aussi en tant que grand frère ou grande sœur. Ah, tu t'es dit un peu, c'est à cause de moi ? Ouais, je me suis dit peut-être que dans mon enfance, dans notre enfance, j'ai pas toujours été tendre. Arrivé à Cergy, on est devenus des petits mecs un peu durs parce qu'on était dans un environnement qui l'était aussi un peu plus, tu vois. Donc on était vraiment pour le coup, comme disait Pierre, tu vois, dans un truc très pudique et très aussi dans le rejet de tout ce qui était émotion, et on camouflait beaucoup ça, quoi. Ouais. Et ouais, par moments, je me suis dit ce que j'ai été le bon exemple. Mais il a fait ses conneries avant moi en même temps. Je me dis qu'il était vachement plus précoce, tu vois. Voilà. Et tu vois, moi, c'est des questions que je me suis posées parce que venant de Caen, et en plus, moi j'ai 32 ans, donc je pense que je fais encore partie des âges où moi j'ai connu le premier album des Casseurs. Le tout premier où ça se passait en cassette et tout, tu vois. À l'époque, d'ailleurs, c'était Gringo et Aurel. Ouais. Ça, hein. Ouais. Aurel avec des points O, point R, ouais, point exactement. E. Il se faisait appeler O-R-E. Ah oui, c'est ça. Et après, évidemment, je te voyais comme en sidekick, tu vois, de Aurel. Et longtemps, je me suis dit, putain, c'est marrant. Ce mec, il est hyper technique, il est trop fort. Pourquoi on le voit pas plus ? En lisant ton livre, il y a toute une partie où tu parles du syndrome du survivant. Ouais,
Et où t'expliques un peu à quel point tu t'es boycotté un peu toi-même dans ta vie. Ouais, pour pas occulter, pour pas faire d'ombre à mon frangin. Ouais. Parce que c'est des discussions, vous savez, quand on a une petite image, quand on commence à réussir un peu, c'est d'abord l'entourage qui change finalement. C'est pas forcément nous, tu vois, c'est le regard des autres et de ton entourage proche qui change d'abord. Et moi, j'étais au centre de toutes les discussions et je supportais mal l'idée que mon frangin soit occulté, mis de côté et tout, tu vois. Déjà qu'il était un peu vu comme une bête curieuse. Alors, je dis pas que c'est pas pour ça que j'étais, tu vois, j'étais pas non plus en sabotage dans ce qu'on faisait. J'étais bien entouré avec Aurel et l'équipe, tu vois. Mais je le vivais pas forcément bien, c'est ça le truc. Ouais, tu parles notamment les repas de famille, quoi. Où en fait, toi, c'est le moment où tes parents sont un peu focus sur ton succès et du coup, ça creuse encore plus l'écart. Ça occupe trop tu vois, les discussions et de toute façon, c'est un truc disproportionné et on connaît, tu vois. C'est d'abord nos entourages qui sont comme des oufs. Moi, je me rappelle d'un épisode. Mes parents vivent à Sète, dans le sud de la France. Et je sais pas, à l'époque du clip Ils sont cool, qui est un vieux clip avec Aurel, on est déguisé en chevalier du Zodiaque et tout. Ma mère, elle rentre dans un tabac, machin, va s'acheter des clopes et t'as un écran qui diffuse le clip. Et elle se met à hurler d'un coup, genre « C'est mon fils ! C'est mon fils !» Tu vois, alors que ma daronne, elle est plutôt tempérée, tu vois. Mais là, elle est en couille complètement, pas en couille de fou, tu vois. Et je me dis, ouais. Et là où je me dis, bon, après on parle. J'ai la chance d'avoir deux bons archers, mes darons. On se parle et je leur dis, tu vois, même par rapport à mon frère, quoi. Je dis, il faut tempérer un peu, quoi. Parce que t'as senti que ton frère, lui, pouvait t'en vouloir ? Pas du tout. Ok. Pas du tout, mais il était... Après, c'est compliqué d'un point de vue... du point de vue de quelqu'un schizophrénique. Quand il allait me voir au cinéma, par exemple, les premiers retours qu'il me faisait, ils étaient... en même temps, il était à mourir de rire, tu vois. Mais la première fois qu'il me voit dans Carbone, d'Olivier Marchal, il comprend pas que je joue un rôle, tu vois. Il y a un espèce de truc qui se télescope dans sa tronche et il me reconnaît pas. Et il me dit, à la fin du film, tu vois, j'ai pas aimé... t'as des espèces de têtes de clowns défigurées, de trucs, je te reconnais pas. Enfin, il m'a fait une espèce de critique qui m'a fumé. Je me suis dit, merde et tout, j'étais content d'avoir fait ce film. Première expérience ciné, tu vois. Il y a mon petit frère qui me dit qu'il a trouvé ça naze et qui m'a pas reconnu. Mais voilà, par le prisme de quelqu'un atteint d'un trouble et tout, tu vois, c'est toujours particulier, quoi. Et quand même, cette période-là, dans ton livre, tu racontes que... Moi, je me suis basé sur le livre. Hein. Faut pas jamais écrire un livre parce que avant, tu racontes toute ta life, je suis rentré dans ta tête. Mais tu racontes quand même qu'il y a un moment, l'autosabotage, c'est quand même en base de drogue, t'arrives bourré sur scène, etc. Ouais, c'est trop gros. Ouais. C'est trop gros. Et à une époque où on n'a pas vécu ce que vous avez vécu vous, c'est-à-dire nous, on n'avait pas encore le net, c'est fou, hein, mais on a vécu l'avènement de ça. Aurel, il était à fond sur les MySpace au début, c'est comme ça même qu'il fédérait, qu'il démarchait, tu vois, qu'il envoyait ses trucs. Mais le succès, quand il arrive, déjà, on a 30 piges. On arrive déjà à 30 piges, tu vois. Et toi, là, aujourd'hui, ça va mieux en termes d'arrêter de se faire mal? J'ai lâché prise complet. Maintenant, je le prends vraiment avec plaisir et tu vois, les projets que je... Ah oui, tu parles pas des drogues, hein, d'accord. On était sur les drogues, putain. Si, je peux faire mal. Je le prends avec grand plaisir. J'ai lâché prise avec les tards. J'ai arrêté l'héroïne, j'ai arrêté tous ces trucs, toutes ces merdes. Non, je fume comme un ouf, par contre. Mais tu vois, c'est devenu quelque chose de... Je sais pas si c'est... Encore une fois, c'est pas pour faire l'apologie du, mais moi, ça m'a aidé à me tirer d'épisodes dépressifs sévères. Ok. La fume. J'en ai fait un morceau qui s'appelle Xan dans l'album. Ouais. C'est une petite ode à ça, mais c'est pas... je prosélite pas, j'incite pas à prendre des gueudros et tout. J'ai 40 piges, je me connais bien, je sais où sont mes limites et tout, tu vois. Mais parfois, ça peut aider. En tout cas, cet album, ça m'a aidé à le décoffrer. Trop bien. Ça, le shit était bon. L'album devait s'appeler comme ça, je crois, à la base. Il devait s'appeler le shit était bon. Mais Stupéflip l'avait sûrement déjà fait. Je pense que Stupéflip, Kaba et Gigi, il y en avait un paquet qui était déjà sur le coup, je crois. Dans le délire dark, tu vois, GER, toi, je trouve que t'as vraiment un truc où, toi, dans Nouvelle École, c'est le gars qui a le smile et tout. Mais peut-être que ça se voit quand même un peu quand on te connaît un peu des réseaux. Mais moi qui te connais en perso, t'es quand même une personne assez angoissée. Assez parce qu'il a peur qu'on donne son vrai blaze. C'est uniquement pour ça. J'ai failli le dire en plus. Non mais dis-le, Jean-Jacques. Cabaye Jean-Jacques, c'est moi. Non mais tu vois, j'ai le souvenir d'un repas qu'on a fait où en arrivant, t'étais en mode un peu bad trip parce que t'avais pris du CBD. Ouais. Et t'étais vraiment en mode non mais là je me sens pas bien et tout. Alors j'étais là, ouais, et c'est toi qui m'as sauvé d'ailleurs. En fait, de base, ma théorie, j'ai un passif avec la bœuf, tu vois. Qui est assez dense et une année en particulier. Puis j'ai arrêté totalement, tu vois, je bédavais plus et tout machin, tranquille.
Et là, j'avais les espèces de vapotes à herbe sèche, tu vois. Ouais. Et je voulais essayer le CBD parce que j'étais très stressé à cette période-là. Et du coup, j'ai tiré, mais genre toute la journée. Et j'ai fait un bad au CBD. Genre, j'ai fait un bad. Mais il y a quand même un minimum de THC. Il y a toujours un peu de THC, en fait. Toute la journée, j'ai bombardé de ouf. Et puis, ajoute à ça le fait que, du coup, quand t'es angoissé, ou du moins quand t'as des troubles anxieux, t'as la panique facile, en tout cas pour ma part. Et donc, tu fais des boucles dans des boucles, dans des boucles, dans des boucles. Et Joe, il était avec moi. En fait, on était au 13 Rueck dans le salon de tatouage de potes à nous. Et je bossais sur un clip en 3D. Et puis, il passait me voir pour prendre de mes news et tout machin. Et puis on parle et tout, puis d'un coup en fait je réponds plus et je vois que je suis pas devant mon ordi. Genre c'est pas moi qui est devant mon ordi. Et je me lève et je vois que je me lève à retardement, tu vois. Wow. En fait je commence à reconnaître les trucs, je dis putain je suis en train de faire un bad. C'est de la dissociation totale ça. Mais ouais, panique, des réalisations, tout. Et puis Joe il commence à essayer de me rassurer. Et je le regarde, je lui fais arrête de me parler avec une voix de prof de sport. C'est ça qu'il m'a dit. Ouais, c'est fou. Parce qu'en gros moi je voulais juste le calmer, tu vois. Du coup j'étais là, frérot, tout va bien se passer. On se détend. T'as une voix. J'étais comme ça. Ouais. Non mais j'étais dans un truc, ça a pas duré longtemps. Après ça a duré peut-être 1h30. Ouais, à tout casser. Je suis allé me balader, accompagné, et puis après j'ai fait une sieste et ça allait mieux, tu vois. Mais c'est juste mental, t'arrives à te calmer de manière mentale. En fait, j'étais pas. Tu vois, genre des délires d'anxiolytiques et trucs comme ça. J'ai eu des moments où j'ai eu besoin d'anxiolytiques, mais c'était vraiment ponctuel et rare. Ouais. Et dans ce moment-là, en fait, j'étais tellement à côté de mes pompes que je me disais pas que ça pouvait servir. Et puis je savais pas à quel degré il y avait une panique, à quel degré j'étais vraiment en train de faire un bad, alors que c'est totalement illogique, puisque c'est de la CBD, tu vois, enfin du CBD. En fait, à ce moment-là, je me suis un peu senti trahi. D'ailleurs, ça a causé tout un tas de répercussions derrière, juste psychologiques, parce que j'ai perdu une forme de confiance. Je me suis dit, là, je consomme du CBD, il y a aucune raison que ça se passe mal, tu vois. Et ça s'est mal passé. Du coup, je me dis, à peu près sur plein de choses sur lesquels ça devrait bien se passer, il y a plein de raisons que ça se passe mal finalement, tu vois. Et j'avais un peu ce délire-là pendant un petit temps derrière, qui s'est apaisé. Comment tu gères tes troubles anxieux ? Des fois je les gère, des fois je les gère pas. Hein. Ouais. En vrai, je sais pas vraiment s'il y a un moment où j'ai installé un sol et je me dis ok là je suis safe, tu vois. Ouais. Et c'est ça le problème. Je crois que c'est ça aussi qui laisse la porte ouverte à tout un tas de réactions. Mais je sais pas. Un coup c'est ouais, vas-y, je vais le dire. C'est pour toi, je le dis, j'avoue publiquement. La première fois que vous l'avez entendu, c'est chez Ben Never. Des fois, c'est l'hypocondrie qui va prendre le dessus. Ouais. Une hypocondrie vraiment sévère et forte, tu vois. Et qui va... En fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait un truc qui vibrait en toi, tu vois, et ça cherche un prétexte. Et le prétexte le plus facile que tu vas avoir selon ton expérience, ton éducation, etc. Donc l'hypocondrie, où là, pour le coup, tu as eu une mauvaise expérience avec le CBD, on va te faire avoir peur de faire des bads avec tout ce que tu vas consommer dans les 6 prochains mois. Ça devient un pattern, en fait, quoi. Ça choisit un truc, tu vois, à chaque fois. Et le cœur est là, tu vois, le truc vibrant, je sais pas ce que c'est, le trauma ou la raison, j'en sais rien. Des fois, c'est juste des bugs du cerveau aussi. Ouais. Va chercher une raison, un truc pour s'accrocher et provoquer. Et le truc le plus chiant, c'est quand il y a un peu tout en même temps. Quand pendant une année, t'es un peu tout le temps hypocondriaque, un peu tout le temps en crise d'angoisse pour d'autres raisons, un peu tout le temps parano, un peu tout le temps ceci, T'es allé voir des psys? T'as consulté des psys? Ouais, carrément, ouais, totalement. Mais là, je considère que ça va vraiment, vraiment mieux par rapport à il y a peut-être 4 ans, tu vois. Il y a aussi l'expérience qui te force à un moment à te rendre compte que, en fait, t'es pas mort. Là, t'as pas fait d'AVC, quoi. Ouais. T'as ce truc-là parce que moi, je crois que c'est un de nos points en commun. C'est que moi, il y a quand même plein de phases de ma vie où j'ai l'impression qu'il me reste une semaine à vivre. Et il y a en vrai, j'ai fait une pause de 6 mois il y a 1 an, juste avant l'arrivée de mon fils. Parce que j'ai fait un burn-out un peu vénère. Genre vraiment, j'ai fait une migraine, ce qu'on appelle migraine avec aura. C'est tu fais une migraine et t'as tous les symptômes d'un AVC. Donc tu crois que tu meurs. Parce qu'en fait, s'il y a un malentendu, c'est un AVC. Le bras qui te gratte, tachycardie, tu perds la vision. Ouais. Tu t'arrives plus à faire des phrases normales. Donc j'étais en mode et tu t'entends. Donc je fais et tu fais ok, donc je finis comme ça. Terrifiant ça. J'en avais fait un il y a 5 ans auparavant dans un Paris-Camp, au milieu du Paris-Camp dans le train. J'ai cru que je mourrais de solo. J'étais en mode ok, donc la fin de ma vie c'est ça. J'ai même pas atteint les 500 000 abonnés à l'époque. J'étais comme ça, putain, quelle vie de merde. À 496. Putain, horrible. J'actualisais. Impossible d'actualiser avec le doigt aussi. Le réseau, on le connaît. Et donc, en fait, après ça, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et tout. J'avais l'impression d'avoir des vertiges tout le temps et tout. Donc, j'ai fait IRM, j'ai fait fond de l'œil, je faisais tous les trucs. Et en fait, ils me trouvaient rien. Et au lieu de me dire rationnellement, s'ils trouvent rien,
peut-être que j'ai rien. Je me disais putain, je vais crever, on saura même pas ce que j'ai, quoi. Quel enfer. Et c'est à la naissance de mon fils où j'ai oublié mes lunettes teintées, parce que j'étais tout le temps en lunettes teintées, j'avais l'impression que sinon ça m'agressait, que j'allais faire des vertiges, je tombais, faisais malaise et tout. Et donc on arrive au bloc et en fait je suis en mode putain, mes lunettes et tout. Et là je me dis, moi ma meuf est partie au bloc et donc j'attends pour avoir l'enfant, tu vois, parce que elle c'était anesthésie générale, donc on peut pas être ensemble, etc. Donc je sais que moi pendant 1 heure c'est moi qui vais m'occuper du bébé, tu vois. Donc j'ai un mini truc de me dire ah ok, donc là maintenant je peux pas être genre ah non mais je suis pas bien et tout. Là il y a juste mon enfant qui va naître, dans 2 minutes on va me le donner dans les mains, j'ai 1 heure à m'en occuper, il y a pas le choix. Et en fait après ça je me suis dit ah ouais, donc peut-être les lunettes j'en ai pas besoin. C'est ça qui t'a soigné ça, c'était le début, ouais. Après, j'ai fait une petite crise d'angoisse sur un plateau sur Twitch devant 100 000 personnes, mais voilà, après, rien de grave. Elle était trop bien dans cette émission. Elle était trop bien, cette crise d'angoisse. Donc, non, franchement, ça a été mieux derrière, mais j'ai eu un moment où je me disais, c'est sûr, je vais crever. Et j'ai un pressentiment que toi, tu as eu une période où quand on se voyait... Moi, c'est encore aujourd'hui. Hein. Après, c'est intéressant parce que ça donne naissance à tout un tas d'autres choses, que ce soit psychologiquement ou spirituellement, tu vois. Mais la sensation et l'expérience... vivante que t'en fais, elle est souvent affreuse en vrai. T'as confiance en rien, t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en ce que va te dire le docteur, même après avoir fait je sais pas combien d'examens, parce que je suis passé par là aussi. Le moindre symptôme, la moindre sensation, et aussi du coup vu que tu crées de l'anxiété et que t'as possiblement un trouble anxieux, et ben tu vas somatiser, donc t'as des sensations physiques concrètes. Donc tu te dis bah là en fait mon cœur il est pas mais t'as l'air de bien connaître ton état dans ces moments-là. Je le connais trop bien. Et le fait de bien connaître cet état-là, c'est pas un truc qui t'empêche ou qui peut te permettre de prévenir ça et de mettre des trucs en place? Bah si, de plus en plus. Et c'est là que je disais que ça donne des recours intéressants psychologiquement et spirituellement. C'est qu'il y a des fois, je sens que ça m'arrive, je suis à Dijon au Golden Coast là il y a quelques temps. Je m'apprête à monter sur scène, je sens que ça m'arrive, je me dis bah vas-y au pire je crève sur scène, nique sa mère, tu vois. Il y a un truc de résigner. Il y a un moment, là c'est bon, il y a des gens qui bossent avec moi, qui bossent pour moi et tout macin. Mais c'est un peu ce que tu dis avec ton enfant, c'est qu'à un moment donné, confronté à l'inévitable. T'y vas quoi. Mais soit tu recules, Le problème c'est que c'est tellement convaincant, c'est les sensations, tout est tellement convaincant que tu te fais toujours avoir en fait. Il y a même des moments où en fait tu vas bien, psychologiquement tout va bien, je suis dans une vibe de ouf, dans une période de ouf comme en ce moment, mais ton corps, ton esprit ou ton subconscient, je sais pas, tes hormones même peut-être, ont tellement l'habitude et le réflexe d'être angoissé au moindre signal que bah ça le fait quand même, tu vois. Mais tu sais que moi je fais plus de crise d'angoisse depuis que dans ma tête c'est même plus une option de faire une crise d'angoisse. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que je faisais un plateau, un truc, je me disais ouais, imagine je fais une crise d'angoisse, l'enfer, je vais devenir un mème sur internet, putain c'est vraiment la risée du truc. Du coup bah c'est le meilleur moyen que t'arrives sur le plateau, t'as 3, 2, 1, t'es en mode putain et t'entends plus rien, et tu penses qu'à ça pendant 3 heures. Et en fait, il y a un moment en fait dans ma vie, j'avais d'autres trucs, genre gérer un enfant par exemple. Rétrospectivement, je me suis dit putain, là je viens de prendre le métro avec mon fils, je me suis même pas dit si je fais une crise d'angoisse. Je suis ressorti parce qu'il y a un moment où vraiment ma zone de confort, tu vois, c'était mon canapé, je pouvais plus rien faire. Et à un moment, je me suis dit vas-y, c'est pas ça la suite de ma vie, quoi. Je vais pas devenir le légume qui peut plus sortir et tout. Et en fait, tout ce truc-là a fait que je me faisais revivre des trucs sans penser aux crises d'angoisse. C'est passé tout seul, quoi. Enfin, en fait, c'est juste toi dans ta tête, tu t'es dit, vas-y, c'est bon, et c'est passé, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, en préparant l'émission, là, j'ai écouté un peu tous vos interviews respectives, etc. Et je me suis dit, waouh, putain, là, il y a des gens dark à ma droite. Mais c'était. Je suis, voilà. Et je pensais. Des gens solaires à ta gauche. Non, parce que tu vois, je me suis dit, waouh, Grinch, ça va être le plus dark à la table. Mais c'était avant d'écouter ton album, en fait. Ouais, plus maintenant. Où je me suis dit, putain, mais en fait, Pierre. Moi, je suis un faux souriant, quoi, tu vois. En fait, t'es dark de fou. Parce que tu vois, quand tu t'arrêtes un peu, il y a pas mal de textes où j'ai l'impression que déjà, il y a un peu un fil conducteur sur le sens de la vie. Ouais, c'est vrai. Est-ce que toi, tu t'es posé des questions très tôt, tu vois, sur le sens de la vie? Ouais, je pose beaucoup de questions parce qu'il y a un moment où je pense, comme tout le monde, on est perdu, tu vois, un peu dans les études. À ce moment-là, après, entre 18 et 20 ans, quoi, 22 peut-être. Moi, j'étais perdu, total. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Est-ce que je continue les études que j'aime pas forcément? Ou est-ce que j'essaie de faire de la musique, mais ça marche pas, donc je vais rien faire, quoi. Donc, c'est à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions et que du coup, ça s'est un peu ressenti dans l'album, je pense. Et moi aussi, je souris tout le temps et tout, mais finalement, je suis un peu angoissé de temps en temps. Je suis stressé à faire des trucs tout le temps. Je suis tout le temps stressé, je pense tout le temps à plein de trucs, mais je veux pas le montrer en fait, parce que le but c'est pas de montrer aux gens que t'es stressé, tu es là pour... Et c'est quoi les thématiques que t'abordes dans l'album par exemple? Des thématiques qui peuvent être un peu introspectives ou qui... Ouais, il y a déjà une thématique où par exemple j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, comme je disais par exemple avec mes proches et tout. Donc je trouve pas les mots, j'arrive pas à le faire, tu vois, ça j'essaie de l'aborder dans des chansons. Et aussi pour les autres, je sais que on a fait une chanson pour un peu qui parle de dépression chez les jeunes, en fait
pour dire qu'ils sont pas seuls, tu vois, on est tous passés par là un peu, et puis souvent quand tu fais ça, t'as l'impression que t'es tout seul. Quand t'es un peu en déprime et tout, ou quand t'es angoissé par exemple, t'as l'impression que t'es seul à le vivre, ça arrive qu'à toi, personne n'a de réponse, et en fait non, il y en a plein de par-ci par-là, mais personne n'en parle, du coup ça donc ouais, il y a déjà ça. Et, Toi, t'as eu des moments de dépression un peu vénères? Pas vénère, vraiment, mais des fois, dans ma vie, ouais, surtout que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, donc ça m'a un petit peu angoissé. Et maintenant aussi, t'as tellement un truc, t'es tout le temps entouré de plein de gens et tu rentres chez toi, t'es tout seul, quoi. Et là, il y a un petit truc en mode, ça c'est le souffle et tout. Tu fais bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Ça c'est le vertige. En vrai, c'est un côté vertigineux. C'est ça. Ouais. Surtout pour des trucs, je vois la Starac, c'est quand même fat, ça rentre dans tous les foyers français, machin et tout. Puis tu me disais tout à l'heure en off et tout, la cadence infernale des concerts, des trucs, t'as même pas le temps de digérer ce que tu vis, en fait. Pendant 6-7 mois, je suis quasiment pas rentré chez moi, quoi. J'étais tout le temps dans le truc. Le jour où tu rentres chez toi. Et quand je suis rentré, je fais... Il n'y a personne, je suis tout seul. Le silence. Et moi, je me suis posé la question parce que c'est quoi Starac? C'est 70 dates, non? On a fait 75 de base, on en a fait un peu moins 70 du coup. Et toi, je sais qu'il y a un moment où t'as loupé quelques dates parce que t'es tombé malade. Normal, je me suis dit, attends, le mec, en plus, c'est en enchaînant les 3 mois de la Star Academy, etc. Et je me suis dit, bon, déjà, comment ton corps il fait? Et psychologiquement, je me suis dit, comment t'as réussi à pas faire de burn-out? Ou est-ce que tu t'es vu un peu passer la ligne et tu t'es dit, bon, là, en fait, on s'arrête, tu vois? Non, c'est vrai que c'était assez dur psychologiquement, c'est vrai, et même physiquement. En fait, peut-être que le psychologique, ça se reflétait sur ton corps. J'avais des problèmes d'oreille, j'avais souvent des vertiges aussi pendant que j'étais sur scène et tout. Mais en fait, tout ça, je pense que j'ai peut-être une petite force mentale, et du coup, je pouvais l'assumer et aller sur scène quand même. Et là, j'ai arrêté juste parce que j'avais vraiment plus de voix. Là, c'était juste physique et je pouvais plus le chanter, quoi. Mais sinon, dès qu'il y a un truc, j'essaie de passer à autre chose, que c'est quand même mon taf, entre guillemets, maintenant. Il faut quand même que j'y aille, quoi. Il n'y a pas d'autre solution dans ma tête, donc j'y vais quand même. C'est maintenant qu'il faut enfoncer le clou. C'est ça, ça, mais c'est vrai que le rythme était assez... Maintenant, ça va mieux quand même, mais c'est vrai que là, on sort toute la Starac, plus la sortie, parce que j'avais l'album en même temps, la tournée en même temps, plein de promos en même temps, donc en fait, toute la semaine était... T'as eu un petit moment de doute où tu t'es dit, bon, je crois que là, j'en ai eu, il y a un moment, peut-être juin, là, c'était vraiment la sortie de l'album, la tournée, quand t'es encore là, moi j'avais commencé dès octobre avec la Starac, j'avais pas arrêté depuis, c'était ma première expérience, en vrai. Avant, j'étais chez moi, je faisais rien toute la semaine, tu vois. Non, mais j'étais en LEA, je me rappelle, j'allais en cours 2 fois par semaine, donc là, le rythme a vachement changé, tu vois. A vachement changé, et donc non, en juin, à ce moment-là, je me suis dit, je sais pas si je vais arriver à aller jusqu'à la fin, quoi. Et t'as passé le truc. J'ai passé le truc et je me suis reposé cet été, ça commence à aller mieux, donc c'est cool. Je commence à bien profiter. Je profitais parce que c'était nouveau, donc j'adorais voir tu vois, les scènes, les zéniths, j'avais jamais fait, donc dès que j'allais, c'était cool et tout. Mais là, j'arrive vraiment à être présent dans les trucs et à profiter pour de vrai. Pas juste regarder et t'as l'impression que t'es là sans être là, tu vois. C'est cool, surtout que toi tu vas avoir ta tournée solo après qui va arriver, donc tout s'enchaîne assez vite, quoi. En janvier, dès janvier, tu fais du sport, t'as un coach? Bientôt, là je vais m'y mettre, tu vois. Là je voulais me reposer pour de vrai, après je vais m'y mettre. T'as droite, je crois que t'as un coach sportif extraordinaire. On parle pas comme un coach de sport, mon gars. Enfin, un prof de sport, un coach de sport. Je sais pas quel prof vous avez eu en sport, mais c'est pas vraiment les mêmes. C'est plus une vibe prof de PS. T'as mis un jogging et terminé. Fin du sport. Qui reste sur une chaise qui t'explique comment jouer au badminton sans se lever. C'est un peu cette vibe-là. Ton album, il parle aussi beaucoup de ruptures amoureuses. Et même pas que de rupture, d'ailleurs, d'amour en général, t'as raison. Est-ce que vous croyez en l'amour et même au couple de manière globale? Parce que vous avez tous les 4 des relations très différentes avec l'amour. Est-ce que aujourd'hui, tu vois, là où vous en êtes, vous vous dites vivre avec quelqu'un et vieillir avec quelqu'un, ça se fait, quoi? Ouais, complètement. Je pense que si jamais tu es dans une relation et que tu te dis que tu as envie de vieillir avec cette personne-là, à un moment donné, il faut faire de l'effort. Bien sûr. Tu vois, le truc de se dire tu rencontres quelqu'un et ça va être extraordinaire de A à Z jusqu'au bout. Pour moi, c'est peut-être ce mythe-là, justement, qui fait que les couples durent de moins en moins, parce qu'on a tous... à la moindre contrariété, maintenant, tu sors ton téléphone et il suffit de te dire, voilà, je peux parler à n'importe qui pour avoir une relation mieux, c'est sûr qu'il y a mieux ailleurs, c'est sûr qu'il y a mieux ailleurs. On te montre sur les réseaux, tu vois, des couples qui se montrent et qui montrent à quel point ils sont heureux, et tout est parfait, et on était à Bali la semaine dernière, et ensuite, tu vois... Et en fait, non, moi je crois au couple, mais dans le sens où il y a des galères, par contre, c'est sûr. Des moments où on s'embrouille, et puis un côté... C'est des discussions qu'on a souvent avec JE, c'est le côté cyclique des choses. Tout est cycle, tout le temps, que ce soit en amour, en amitié, la vie tout court. Et je pense que même dans un couple avec quelqu'un,
il y a du cycle dans les sentiments que tu peux avoir envers cette personne-là. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est fluctuant, ça vient, ça part. Ouais. Moi, je suis fou amoureux de ma chérie. Putain, c'est chaud parce qu'elle est juste à côté. Viens dire bonjour. Je vais te boucher les yeux. Et tu sais, c'est fluctuant dans le sens où tu te sens pas amoureux tous les jours. Des fois, tu te sens plus ami, tu te sens plus confident ou parent. Parfois, il y a des rôles qui s'inversent et tout, mais l'amour que tu portes à ta chérie ou ton chéri, il est constant. Mais ça fluctue, quoi. Comme tu dis, il y a des histoires de cycle. Et puis il y a un truc aussi où des fois, ça se rejoint pas. Ouais, on avance à 2 vitesses. C'est ça, c'est que des fois, toi, tu vas être dans une phase où tu vas avoir vraiment besoin de la présence de l'autre et au final, l'autre, lui, va avoir besoin de plus de distance à ce moment-là. Des fois, vous avez tous les deux besoin l'un de l'autre, mais au final, vous êtes tellement en demande que vous n'arrivez pas à donner. Je pense que ouais, c'est vraiment une question d'effort, de mise en place de trucs. Puis de bien se connaître c'est ça. L'un et l'autre aussi, tu vois. Ouais. Et Grinch, tu vois, comment on arrête parce qu'on disait tout à l'heure que tu te boycottais beaucoup, donc tu te boycottais aussi beaucoup dans les relations, j'imagine. Ouais, je sabotais Comment on arrête de saboter ça? Toi, c'était un déclic, est-ce que c'est la rencontre qui fait que... Ouais, il y a la rencontre, puis il y a un ras-le-bol aussi, à un moment donné, un truc de dire, est-ce que finalement, j'en ai pas marre de me conforter dans un truc un peu médiocre ou de me satisfaire de relations qui sont pas les bonnes, ou en tout cas qui m'apportent pas ce qu'il faudrait, et dans lesquelles je suis pas capable de donner à la personne en face ce à quoi elle aspire, tu vois. Il y a un truc de ras-le-bol de dire, peut-être que j'aspire à mieux. Il y a aussi un apprentissage de savoir vivre avec soi seul, tu vois. Moi, très jeune, j'ai eu des relations qui ont duré, avec très peu de temps de digestion entre chaque. Et j'ai vécu 10 piges avec une nana, on a grandi côte à côte plus qu'on a construit ensemble. Et à la sortie de cette relation-là, je me suis dit, OK, vas-y, je vais digérer ça, je vais cut les relations, et je vais essayer de... Tu vois, c'est un truc qui te renseigne de toute façon, la relation et la rupture, elle te renseigne énormément sur toi, tu vois. Et je me suis dit, là, je vais d'abord prendre le temps de vivre pour moi, et après, c'est une question de maturité, de rencontre, et moi, j'arrive à 40 piges où, ça y est, je pense que j'ai fait la paix avec beaucoup de mes démons, et que je suis en capacité de mieux me partager. Il faut trouver la personne en face qui arrive aussi à ce stade-là. Et c'est là où, généralement, les trucs se passent bien, quoi, tu vois. T'as l'impression d'avoir perdu du temps? Non, parce que tout est un apprentissage et que moi, j'ai une notion du temps hyper abstraite ou en tout cas qui m'est très propre, quoi. Je le distord. Je suis pas du tout je suis sur un autre fuseau horaire depuis toujours, en vrai, tu vois. Mais ça aussi, j'accepte. Et il faut trouver quelqu'un qui accepte que tu sois un peu hors du temps. Voilà, ma chérie, elle accepte que des fois, je disparaisse. 1 semaine ou 2. Ça m'a fait chier, mais... Tu vas acheter des clopes et je reste chez moi, je bouquine, j'avale des films, je fume, et je fais le calme dans ma tête, tu vois. C'est nécessaire aussi pour le bien-être d'une relation, Tu gardes ton individualité. Il faut, absolument. Moi, je suis pas dans ce truc de créer ce monstre à 2 têtes. Enfin, ça vient très vite en plus. T'as pas le temps qu'à un moment donné, un jour tu te réveilles, tu connais, tes parents, tu t'es passé par là. À un moment donné, tu te dis merde, on est vraiment comme tu vois, à 2 vitesses. Et là, qu'est-ce qu'on partage? Où est le plaisir de se retrouver? Qu'est-ce qu'on partage de constructif et tout? Je pense qu'il faut se laisser un petit peu de liberté chacun les uns les autres. On a besoin de distance. L'amour a besoin de ça, quoi. Un peu de distance. Toi, Pierre, tu fais des chansons de rupture. Oui. Est-ce que c'est parce que tu as vécu beaucoup de ruptures ou est-ce que c'est encore une jeune, qui t'a... Tu vois, c'est pour ça. Est-ce que le collectionneur? Non, j'en ai connu, oui. Mais je sais pas s'il y en avait une qui t'avait fracassé, tu vois. Et c'est ce truc-là. Je pense que c'est souvent la première. Ouais. Enfin, celle que tu te souviens quand même le plus, que c'est la première. Le prénom. Je me rappelle plus, je sais plus. Non, c'est vrai que la première, ça change un truc. Et du coup, pendant longtemps, après, moi, j'ai plus trop cru en ça parce que j'avais un peu le truc dans ma tête de l'amour parfait, comme tu disais au début, en mode ça doit être comme ça et tout, donc j'y croyais pas. Et en vrai, depuis quelques temps, je suis d'accord avec toi, c'est plus en fait, il n'y a pas d'amour sans compromis, tu vois. Faut toujours, il n'y a pas de truc parfait, la distance c'est important, mais c'est bien de se retrouver aussi, donc non, en fait, là, j'y crois de plus en plus, j'avoue. Mais de base, c'était vraiment un non catégorique. J'étais un peu... Ah, c'est vrai? Ouais, j'étais un peu non. Pour moi, ça marche pas, tu vois. Ça marche pas. Et tout le temps collé, ça me saoule, tu vois, un truc comme ça. Je me barre vite, en vrai. Ah, donc là, il y a moins de peur de l'engagement? De plus en plus, je sais pas, de plus en plus j'avance, peut-être, je réfléchis. Il y a plein de sujets, tu sais, d'écrire un album et tout, tu réfléchis à plein de trucs. Donc, des fois, tu te poses même des questions à toi-même et tu te dis, mais peut-être qu'en fait, c'est possible. Tu vois des gens aussi autour de toi qui arrivent différemment que ce que tu avais vécu avant. Parce que là, je rencontre des gens qui ont une vie différente de mes potes d'avant de Caen ou de ma famille, tu vois. Donc, ça me permet d'avoir d'autres horizons.
Et donc non, c'est chouette. Ouais. Et même là, avec la vie que t'as, tu te dis, ok, il y a possibilité que ça ouvre quelque chose ou... Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que là, ton planning, c'est pas ma priorité, ouais, tu vois. Normal. Là, non, mais tu sais, j'y pense, Ouais. j'y crois de plus en plus, mais c'est pas ma priorité. Là, pour l'instant, j'ai un taf à faire qui est autre. Il n'y a pas une annonce de paternité dans 6 mois. Non, quoi. t'inquiète, t'inquiète. Ou alors vraiment, il y a une surprise. Oui, mais c'est ça. Mais non, normalement, non, on est bon. Toi, l'amour. Pardon, comment je m'appelle Ça y est, il a dit. J'ai même pas capté en plus. Attends, je la refais. Jean-Jacques. Toi, JUR, tu crois en vieillir avec quelqu'un? Ouais, moi, totalement. C'est un truc qui fonctionne et qui colle avec l'éducation que j'ai eue et aussi l'éducation que je me suis un peu fait tout seul aussi, tu vois. En finalité, parce que je suis passé par à peu près tout. En mode non, jamais de la vie, je serai tout seul, ou alors je vais papillonner, machin, ouais. Et en finalité, mes expériences me font dire que, en fait, c'est comme disait Jo tout à l'heure, il faut pas voir le négatif dans le mot que je vais employer, mais c'est un travail. Il y a du travail dans tout ça, il y a de l'effort à mettre et il faut s'appliquer et il faut écouter. Et parfois même plus écouter qu'autre chose. Pour le coup, je crois plus au coup de foudre. Ou du moins la notion qui ressemble au coup de foudre, tu vois. Mais tu vas chercher ça. Hein? Ça se travaille, tu vas chercher. En fait, mais pour moi, c'est un truc. En fait, pour moi, dans le coup de foudre, il y a un sentiment qu'on n'arrive pas à nommer et on le trouve dans le résultat d'efforts, dans le temps, dans des relations, tu vois. D'ailleurs, c'est pas que en amour amoureux, tu vois, charnel, quoi. C'est se fait aussi dans les amitiés. Et c'est même d'autant plus jouissif quand ça se fait dans les amitiés, qu'on comprend vraiment le cœur de quelque chose et le cœur d'une relation quand on a accepté une personne et que cette personne nous a accepté et qu'on a accepté de se laisser et puis de se retrouver et puis de s'épuiser et puis de se regalvaniser, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la théorie, tu vois, on l'entend beaucoup. Un couple, c'est du travail, etc. Quand t'es vraiment dans le creux du creux dans ton couple, tu vois, et que c'est vraiment dark et que tu vois pas le bout du tunnel, je trouve que la théorie, tu sais, elle peut vite s'envoler, elle peut aussi se dire, bah non, mais en fait là, c'est une impasse, tu vois. Et arriver à faire la différence entre, c'est la bonne personne, on est en train de traverser une mauvaise passe, mais si on en ressort grandi, le lien, il va être hyper fort, et se dire, la personne est toxique avec moi, ou c'est moi la personne toxique, ou on prend deux chemins complètement différents. Je trouve que quand t'es vraiment au cœur du cyclone, c'est hyper compliqué d'avoir l'esprit clair pour prendre la vraie décision, quoi. Et j'ai aussi l'impression que la seule issue, en finalité, c'est toujours d'apprendre et de faire mieux. Parce que si tu t'échappes à un moment où c'est difficile avec une personne ou des personnes, eh ben, y a rien qui te dit que tu vas pas vivre ça avec la prochaine personne, si ce n'est pire, tu vois. Donc, autant apprendre maintenant. Et puis après, la vie, les expériences vont te dire si ça en vaut la peine ou pas. Moi, j'ai le sentiment que même intuitivement, quand tu sors d'une relation et que tu te réengages dans une autre, intuitivement, j'ai le sentiment que tu vas vers quelqu'un qui te correspond mieux. Mais si tu fais effectivement ce travail de recul sur toi... sinon tu retombes sur la même personne. Tu peux répéter une boucle à l'infini et tout, mais ce à quoi doit servir une séparation, c'est aussi ça, tu vois. Ça te renseigne sur toi, comment t'améliorer, on est dans le bon, faillible et perfectible et tout, tu vois. Et moi, j'ai un peu vécu ce truc-là de chaque fois, j'étais mieux compris, je comprenais mieux, il y avait un truc qui est plus évident dans la rencontre. Ouais, cette notion d'intuition, moi je suis full dedans, je suis assez d'accord. Comme si le temps éduquait le temps et que l'étape d'après, elle était toujours remplie des éléments dont on avait besoin dans l'étape précédente. C'est hyper flou comme... Non, je vois, c'est très JUR, donc moi ça m'a... Le temps qui se mélange. Joseph, tu m'as confié un truc dans un bar à 4h du matin. La phrase, c'est le moment de se tailler. On va aller Non, mais je préfère le dire parce que c'est hyper intéressant, mais comme c'est à 4h du mat, tu me dis si tu veux en parler. Vas-y. Tu m'as dit, gars, j'aimerais trop venir sur ta chaîne si un jour tu veux parler de bisexualité. Ok. J'ai dit et ça. Donc moi en fait j'ai pas rebondi parce qu'à ce moment j'ai fait ah ouais grave, mais je t'ai pas demandé il a pas oublié non plus. Et bah t'as retenu, tu t'étais. Alors par contre c'est bien que tu l'aies retenu. Non, en vrai ça me dérange pas d'en parler, tu sais quoi. Est-ce que toi ça veut dire que t'as capté à un moment que t'étais autant attiré par les mecs que les meufs? Pas autant. Je crois que c'est juste un moment donné de mon adolescence où je commençais à me dire, tu sais, c'est un moment où tu te cherches beaucoup, cette période-là. J'avais, en plus, je crois, cette angoisse. Moi, dans ma tête, c'était un truc, ça me faisait peur. Je disais, imagine, de pas savoir. Imagine, je suis gay. Ah, c'est vrai? J'étais là, je me disais, oh là là, ce serait ouf. Pourquoi? Parce que tu sens déjà qu'il y a un truc de marginalisation. Je voyais tout le truc de dire, oh là là, je vais devoir faire une histoire
coming out, de machin, de tout ça. Je me disais, oh là là, je veux pas rentrer là-dedans. Et finalement, non, je le suis pas. Mais en effet, et même encore maintenant, tu vois, j'ai 28 ans, je sais que j'ai une attirance pour les mecs aussi. Ouais. Mais pour autant, j'ai jamais vécu de relation avec un mec, tu vois. Donc, je sais pas si je suis, ça se trouve, un jour j'ai eu une relation avec un mec, je vais te dire, finalement, non. Ouais. Tu vois, ce serait plus une attirance intellectuelle ou un truc. J'ai du mal à le cerner, tu vois. Genre, je crois que c'est un peu de tout. De tout. Pour autant, je crois pas que je pourrais être en couple avec un gars comme je suis avec une fille, et pour autant j'ai des potes à qui c'est arrivé, tu vois, qui finalement étaient avec une fille pendant longtemps et finalement sont avec un gars, sont très heureux maintenant. Ça peut être la rencontre d'un mec, tu vois. C'est ça, ça se trouve. Mais en vrai, aussi j'en ai parlé, mais j'en ai déjà parlé dans une chanson par exemple, tu vois, dans un texte qui s'appelle 15 ans, où je disais tu rentres au lycée, les filles sont belles et les mecs aussi. Tu te poses des questions sur qui t'es. C'est beau ça. Il écrit le gars. Hein. Ouais. Parce qu'il se posait des questions à ce moment-là. Et ouais, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me posais pas mal de questions. Et maintenant, j'ai décidé que c'était un non-sujet. Je pense qu'on n'a plus besoin de faire des annonces. Alors voilà, moi, je suis attiré par un tel, je suis pas attiré par un tel. On a la chance maintenant, je trouve, d'être dans un éventail de sexualité tellement large, tu vois. De se justifier. C'est ça. Ouais. T'as plus besoin de dire si t'es pan, sapio, bi, a, je sais pas, j'en sais rien techniquement, j'arriverai pas. Et je crois même pas que j'ai envie de me définir. Ouais. Tu vois, mais de manière concrète, est-ce que ça te ferait chier de mourir sans avoir exploré ça ? Même pas, hein. En fait, ça me ferait chier de mourir sans être heureux. Et si toute ma vie, j'ai jamais cette relation-là, mais par contre, je suis en couple avec une fille et que je suis heureux tout le long, bah, je vais pas commencer à faire une crise de la cinquantaine. Faut que je teste. Ouais. J'en sais rien. C'est justement ce que je te dis, c'est que j'ai pas ce besoin de savoir exactement ce que je suis, de me définir et tout machin. Mais de la même manière que mon métissage, où j'ai pas besoin de savoir exactement à quel point je suis égyptien, à quel point je suis français, qui je suis. Là, je suis pas là-dedans. Genre, je crois m'être assez trouvé dans la quête que j'ai d'être heureux, sans avoir besoin de me définir en répondant à plein de critères sur un truc. Bah, tu gardes ta liberté d'être, c'est sage, hein. Ouais. C'est quand même... Chapeau. Donc c'est l'idée. Vous vous êtes posé des questions sur... Ouais, à l'adolescence, en fait, moi je me suis posé un peu en mode ok, maintenant tu réfléchis, puis tu te dis oui ou non, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit ça arrive, c'est possible, quoi, tu vois. Ouais. Je voulais forcément y penser. Donc je me suis posé un peu comme ça, j'ai réfléchi, je fais non, en vrai c'est pas mon truc, et j'ai continué, tu vois. Ah, de toi-même, tu t'es posé. Ouais, je me suis posé, j'ai fait. Ouais, c'est un peu comme ça, tu vois, je me suis dit. C'est un peu le moment où tout le monde se cherche et tout, tu vois, que t'es au collège et tout, et tu te dis bon, est-ce que peut-être, tu vois, moi je suis pas contre, je m'en fous, donc vas-y, pourquoi pas. Donc je réfléchis, je regarde. Non, en vrai, non, j'ai continué ma route, quoi, tu vois. Après, j'ai plus à me repenser. Dès le collège et tout, c'est des questions qui peuvent traverser l'esprit dès le collège, quoi. C'est où tu commences à embrasser tes premières copines, tes trucs, et du coup, tu réfléchis forcément. Et donc, j'y ai réfléchi, et voilà, j'ai ma réponse, sur moi en tout cas. Ouais. Et après, il y a des trucs qui peuvent évoluer aussi. Hein. Moi, bien sûr, ça peut évoluer, j'étais amoureux de malade du chanteur de Tokyo Hotel. Parce qu'en plus c'est collège Tokyo Hotel, d'un coup je sais pas pourquoi les profs d'espagnol elles se disent tiens c'est marrant nos classes divisent par deux et t'as les profs d'allemand qui sont en mode ouais ils sont tous chez nous parce que c'est Tokyo Hotel quoi. Elles avaient deux élèves et tout, elles se disent putain d'un coup on a des classes, on ouvre des classes et tout, mais là ils ont sorti une série sur leur vie là il y a pas longtemps sur Netflix je crois ou sur une plateforme. Et en fait j'ai eu un mini truc de j'ai eu l'impression de revoir mon crush de collège. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que ça me fait, tu vois. Je me dis, putain, 20 ans plus tard, tu vois, je me dis, ok. Et je me suis dit, non, bah ok, je pense que je suis assez à l'aise dans mon hétérosexualité là-dessus, tu vois, c'est acté. Mais je me suis reposé la question, tu sais, je me suis dit, est-ce que ça se trouve, c'est juste, peut-être que je suis hétérosexuel, mais il y a un gars qui me fait un truc, quoi. C'est plus un modèle, quoi. Pour moi, genre, moi, j'étais fan de ouf de Slash, les guitaristes, tu vois. Et c'était un modèle, je voulais sexy en plus. Tu vois, avec les beaux gosses et tout, et je voulais vraiment lui ressembler. C'est plus dans cette optique-là que moi je le vois. Je me permettre sur ce que tu disais sur la bisexualité, il y a un film qui m'a bouleversé qui s'appelle Shame. Avec Michael Fassbender, je sais plus qui l'a fait. Jamais vu, je vois. Lui, c'est un immense comédien et il est accro, il est addict au sexe. Et donc ça raconte ça. Et ça raconte jusqu'à cette exploration, tu vois, où à un moment donné, il va franchir le pas et il va aller faire l'amour avec un homme. Mais c'est un truc qui le consume, tu vois. Mais je sais pas, bon, après, je te le pitch n'importe comment, mais il y a une réflexion sur cette ambivalence-là et ce questionnement-là.
sur sa sexualité. C'est fantastique. Eh ben, recommandation. Ouais. Shame. Toi, il t'a marqué le film? Moi, il m'a marqué complètement. Des questions derrière et tout ou... Ouais, alors moi non, parce que à l'âge où je le découvre, encore une fois, je parle d'être renseigné, je me connais et tout. Mais moi, j'ai pu avoir des attirances intellectuelles fortes pour des mecs. J'ai des potes dans mon entourage et tout. Tu vois, genre, il y a un truc d'admiration, mais que ça va même au-delà. Il y a un truc de tendresse et de forme d'amour. Mais qui est pas sexualisé, tu vois. Mais dis bien parce que ça part en fanfiction Orelsan Gringe à mon avis. Sauf avec Aurel, on s'est sucé dans tous les avant de monter sur scène, on se suçait un petit peu la bite. Je suis désolé. Mais ça c'est professionnel. Ça c'est professionnel, ça c'était pour se donner un peu de quand il y avait fort, du beau cœur quoi. Même quand on sortait d'un bon concert. Sorry. C'est pas ça le ton de l'émission. C'est pas ça le ton. C'est totalement le ton. C'est le ton, c'est vous donc. Moi, il y a un. Tu pensais de faire une porte de sortie en faisant un truc trop hardcore? Pas du tout. Merde, on a si, on garde, c'est top, c'est la meilleure séquence. C'est ça que j'ai voulu, Ben. On est en direct, on est sur Twitch en direct, donc c'est déjà sur TikTok là, tous les extraits. Moi, sur ton album Gringe, tu me dis si t'es ok d'en parler, il y a un son qui m'a particulièrement touché, c'est Au revoir bébé. Et où je me suis demandé si tu parlais d'un vrai truc qui t'était arrivé. Et dis-moi, ça se trouve, je l'ai pas du tout compris comme il faut. C'est marrant. Mais pour moi, tu parles d'un avortement. Ouais. Est-ce que c'est Je parle d'un avortement. Je parle d'une relation à cet endroit-là, à l'avortement, à cet endroit, cet endroit d'une relation. C'est difficile, tu vois, même de trouver les mots. Il y a une part autobiographique, mais il y a une part que je préfère aussi conserver pour moi. Ouais. Je m'adresse à un enfant. Et moi, c'était plus la parentalité vue par le prisme du père, enfin, une parentalité non désirée. Ouais. Voilà, c'est de ça dont traite le morceau, vu par le prisme du père. J'ai pas le sentiment que ce soit un truc que moi j'ai pu entendre si souvent. Mais ouais, c'est une réflexion sur... En tout cas, ça m'a mis face à... C'est très bizarre, ça m'a mis face à de nouvelles responsabilités tout de suite. Est-ce que toi, tu te sens prêt à être père aujourd'hui? Ouais, mais avec la bonne personne et avec une envie commune de faire un enfant, ouais. Et est-ce que tu as la crainte de dire putain, est-ce que je suis une bonne personne? Non. Est-ce que je vais être un bon père? Ouais, non. Quand voilà, quand tu es avec la bonne personne en face et qu'il y a un espèce de... Tu sais que tu vas pouvoir construire un rempart autour de cet enfant, mais de rempart d'amour et de bienveillance et tout. Ouais. Non, j'ai aucune appréhension par rapport à ça. Ça, c'est ma question préférée dans Entre mecs. C'est qu'il faut qu'on parle des darons. Parce qu'on se construit à travers nos darons, que ce soit en mimétisme ou en totale opposition. C'est quoi votre relation à vos darons? J'aime regarder dans les yeux chacun, je vois qu'il y en a, c'est en mode c'est chill et ok, il y a une émission entière là-dessus. Non, en gros, moi, je suis franco-égyptien et donc j'ai grandi en Égypte avec mon papa égyptien, qui est pas quelqu'un qui est très à l'aise avec ses émotions, tu vois, mais qui pour autant est quelqu'un d'extrêmement érudit, extrêmement drôle, extrêmement cultivé. Il y avait beaucoup de mecs qui avaient 20-30 ans qui voyaient mon daron un peu comme leur mentor. Okay. Et donc à eux, il donnait énormément de conseils, il était vraiment dans la discussion, des trucs deep sur la vie et tout, machin. Et moi, j'avais pas ces discussions-là avec lui. Et j'ai toujours eu... tu vois, c'est un truc que je lui ai renvoyé à un moment dans la gueule totale, mais quand j'ai eu, je sais pas, 15-16 ans, j'ai fait une espèce de crise de « ouais, je t'ai vu parler à tout le monde pendant toute ta vie, moi tu m'as jamais rien dit de rien ». Donc conversation compliquée. Et lui, t'as répondu quoi à ça? C'est un truc, il avait conscience ou pas du tout? Ouais, je crois qu'il s'en voulait. Mais pour autant, en fait, maintenant, j'ai appris à l'aimer comme ça aussi, tu vois. Genre, je sais qu'on parle beaucoup à travers ma mère, parce qu'avec ma mère, il n'y a pas de problème à exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc, des fois, c'est un truc, ça me faisait péter les plombs avant, tu vois. Genre, quand ma mère venait me voir, elle me disait « ton père, il pense ça ». Il est dans le salon. Il veut venir, il me le dit, tu vois, avec ça. Il t'a déjà dit genre je t'aime ou je suis fier de toi? Ouais, comme ça, de but en blanc, je sais pas. En fait, souvent, il a une technique un peu pour ça. Il me dit pas je t'aime ou je suis fier de toi. Il me dit ta mère et moi on t'aime et ta mère et moi on est fiers de toi. Ça, je la connais aussi, ouais. Elle a un peu divers. Comme ça l'engage pas que lui. Ça part en équipe, genre, il est obligé de dire voilà. Et si jamais je commence à faire le mec émotif, il va dire surtout elle. Tu vois. Mais c'était un peu cette méthode-là. Toi, tu penses que c'est un truc culturel?
Je pense qu'il y a un truc culturel. Générationnel et culturel en Égypte. Même moi, au final, j'en parle... En fait, quand je suis arrivé en France pendant mon adolescence, je pensais que c'était un truc culturel. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des darons français qui étaient pareils, en fait. Et donc, je pense pas que c'est... Je pense qu'il y a un truc générationnel. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que, tu sais, des fois, je regarde des interviews d'artistes. Moi, c'est un peu mon kiff, tu vois, de regarder des archives comme ça d'artistes. Et je vois des mecs de la génération de mes parents qui disent « Ouais, moi, mon père, il s'est comporté comme ça avec moi. Il me disait rien. Avec mes enfants, je ferais pas la même erreur. » Et ce qui fait me dire, est-ce que moi, quand je serais daron, et mes parents me disaient ça, ils me disaient, nous, on se disait avec nos gamins, on fera pas ça, on fera pas ça, on fera pas ça. Et au final, tu reproduis. Moi, je m'oblige à dire je t'aime à mon fils tout le temps. Il comprend pas pour l'instant, peut-être qu'il comprend l'énergie du truc. Mais tu sais, je m'oblige, je me dis, ah putain, là, je lui ai pas dit. Et déjà, alors qu'il a 14 mois, je me dis non, mais il le sait, tu vois. Alors, pas du tout, tu vois. Mais je crois qu'il y a une différence. Et donc, je pense que ça se muscle aussi. Mais parce que moi, mon daron m'a jamais dit je t'aime. Et je pense que moi, ça m'a tellement. Je l'ai toujours un peu su. On est sur le schéma classique, hein, c'est le daron qui travaille, qui est pas là, mais qui ramène l'argent à la maison. Donc en vrai, on n'a jamais manqué de rien, donc c'était cool. Et lui, c'était sa manière, c'est ça. Et moi, je le vivais en mode putain, mon père, même quand il rentre le week-end, il est sur son ordi et il nous fait pas faire des trucs et tout. Moi, je pense que quand j'étais petit, bébé, mon daron, il devait être gaga de ouf avec moi. Je sais qu'il me disait des je t'aime jusqu'à mes 7, 8 ans, etc. Ah, ok. Par contre, quand t'as un grand mec d'1 m 95 qui fait, tu vois, 2 mètres, il a 15 ans, il pue des yep, bah là, tu vas pas lui lâcher les je t'aime pareil. Peut-être tu l'aimes moins déjà. Alors que curieusement, je crois que c'est à cette période-là que t'en as le plus besoin d'entendre de ton daron. Donc ce serait une aversion physique. Non, mais je crois que t'as un truc. Non, je déconne. C'est où tu te dis, presque il se dit, vas-y, on est entre hommes. Mais quand tu deviens un bonhomme, ouais, c'est aussi, ça. Tu vois, il y a un truc et pourtant, moi, c'était, tu vois, la période où en vrai, j'avais le plus besoin d'entendre ça de mon daron, c'était de mes 15 à mes 20 piges. Moi, mon père, c'est un peu comme toi, il travaillait tout le temps, il voyageait beaucoup quand j'étais jeune, du coup, je l'avais pas beaucoup vu. Moi, c'est plutôt on parle pas beaucoup, tu vois, c'est plus dans le regard où je suis fier, c'est genre, tu sais, il y a un petit truc, tu vois. Et donc, non, en fait, ça a toujours été une relation pudique, tous les deux. On n'a jamais vraiment parlé. Plus là, tu vois, maintenant que j'ai passé beaucoup de choses, j'ai eu besoin, moi, peut-être plus de parler, du coup, lui aussi, un peu, vu qu'on a été séparés pendant longtemps, etc. Et là, ça commence à venir, mais c'est vrai que toute ma jusqu'à l'âme, 21 ans, c'était une relation assez... pas froide, parce qu'on rigolait, tu vois, ça se passait bien, mais tout ce qui était sentiments, tout ce qui était trucs comme ça, c'était à côté, tu vois. Il s'intéresse à ta carrière ? À ce que tu ouais, il est très content. Lui, il adore la musique, tu vois, il écoutait beaucoup. C'est lui qui m'a fait un peu découvrir la musique. Donc non, je pense qu'il est très fier. Je pense qu'il me l'a dit une fois, mais après c'est le regard, tu vois. Moi, c'est comme ça que ça marche. Avec mon père, c'est genre, il est comme ça, dans le public, il me regarde, tu vois, il est content. Et est-ce que là, le fait que vous rattrapiez un peu le retard, ou potentiellement tu dis que vous discutez un peu plus et tout, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu maladroit ? Moi, mon père, il a testé 1 ou 2 fois, il a capté que c'était trop tard, tu vois. C'est genre passé 25 ans, c'est mort, tu sais, où il essaie de te faire des trucs où en fait c'est maladroit, tu fais, mais c'est quoi ce rôle nul là, tu vois, genre on est en train de mal jouer cette scène et tout. Est-ce que toi t'as un peu ce truc là où tu dis non mais là gardons la même relation? Ça parce que je les vois pas tant que ça en fait, je les vois très peu, donc quand je les vois on essaie de parler un maximum de trucs et on s'intéresse, tu vois, il y a plus ce truc. Avant je les voyais toutes les semaines, donc c'était différent, c'était un peu la routine quoi, tu vois. Donc non, là c'est cool parce que dès qu'on se voit avec ma mère aussi, du coup on parle beaucoup quoi. Est-ce qu'ils s'inquiètent toi? Moi j'ai eu ce truc. Mes parents s'inquiètent. Ma mère. Oh, moi c'est une dingue. Moi en fait mes parents, mon père surtout, il a grandi mais comme toi, tu vois, moi c'est comme il est fan de musique, il m'a fait découvrir la musique et tout, et fan de l'histoire de la musique. Sauf que l'histoire de la musique, pour lui, c'était les documentaires sur les Stones, sur Elvis, sur machin et tout. Et donc, il voyait ces trucs-là. Pour lui, toi, il croyait que t'étais full drogue. Mais surtout, tu sais, genre, l'arnaque de l'époque où le manager reçoit une liasse de billets en sortant et qu'il met tout dans sa poche. Et tu sais, tous les clichés. L'impresario, tu vois. Avec un gros cigare, comme ça et tout. Et ouais, ils s'inquiétaient de ces trucs-là, tu sais, de vraiment pour eux le monde dans lequel on est. On va pas se mentir, c'est pas non plus le milieu associatif, mais ouais, moi c'était vraiment la grande source d'inquiétude de mes parents, de tout.
Ma mère, c'est les inquiétudes, mais je crois un peu comme la tienne de. Ils vont me l'épuiser. Oui, voilà. Il faut qu'il s'aille, il a besoin de vacances. Non, mais mais moi, je l'appelle, hein. Moi, je l'appelle, je lui dis, il a besoin d'un week-end. Parce que là, c'est plus possible. Il est à travers toute la France, Le Mans, Cherbourg, c'est plus possible. On a la même sur ça. C'est ça, mais oui, moi, c'est gentil. C'est adorable. Parce que moi, ça m'énervait un peu quand ma mère faisait ça, là, quand je faisais tous mes trucs, je partais à Paris et tout. Et en fait, depuis que je suis daron, alors que ça fait que 14 mois, mais je capte, mais genre que l'angoisse, elle est à vie, quoi. Tu dis, maintenant, il y a un petit tête qui respire, qui dépend de toi et tout. Et tu dis, mais même quand il fera sa live, c'est sûr que. En fait, je vois l'effort que mes parents font de presque pas prendre de nouvelles, tu vois. Quand ils restent en retrait et qu'ils montrent pas, qu'ils s'inquiètent, je me dis, ah ouais, là maintenant je capte qu'ils font un vrai effort de me dire, on laisse rien transparaître. Tu comprends mieux tes parents quand tu le deviens toi-même. Ouais. Ah ouais, de fou. Bah en fait, déjà, t'es plus cool avec tes parents. Ouais. Parce que tu comprends tous les trucs que tu pouvais leur reprocher, tu captes, tu dis, ah mais en fait, c'est normal, en fait, t'arrives, tu sais rien faire, quoi. Tu t'apprends au fur et à mesure. Ouais. Tu vois ce que eux faisaient de ouf qui te paraissait normal. Ouais. Tu vois là, comme ma meuf, elle lui fait à manger de malade, elle fait des plats de fou, tu vois, je suis en mode ah ouais, mais en fait c'est vrai que ma mère des fois elle faisait ça aussi, mais juste c'est normal que ma mère elle me nourrisse, tu vois. Alors que non, en fait le fait qu'elle te fasse un plat et tout, moi je le vois avec ma meuf où je me dis bah oui, en fait elle se casse le cul à faire un vrai plat parce qu'elle l'aime, tu vois. Toutes les sorties, les trucs, donc là ça tu le captes bien. Ouais. Ça tu le captes aussi, je crois, quand t'as ton premier appart. Pour moi, c'était tous les. Tu viens de comparer un enfant et un appartement. C'est son bébé. Non, mais je crois que t'es cancel là. Laisse-moi aller Non, justement, moi, tous les trucs que mes parents faisaient pour moi et qui me paraissaient logiques et presque genre, pour moi, c'était. Rangé, tu veux dire. Mais pour moi, c'est les trucs automatiques. Genre, pour moi, c'était logique qu'au-dessous du frigo, c'est propre. C'est des endroits, personnellement, je les ai jamais vus. si jamais à un moment donné. Alors toi, le dessus de ton frigo, il est dégueulasse. À un moment donné, tu t'en rends compte, mais tu sais, quand t'as 18-19 ans, tu fais, mais non, faut laver là aussi. c'est le genre de. En sachant que toi, en vrai, on peut plus t'en vouloir parce que moi, le dessus du frigo, je le vois jamais. Ah, toi, Gad, tu passes devant tout le temps, quoi. Mais c'était tous ces trucs-là. J'ai un petit frigo. Tu te rends compte, c'est une galère de. T'es là, rien que toi, tu te dis, vas-y, faut que je me fasse manger midi, soir, même si tu fais que des pâtes, ça te prend la tête, machin, etc. Se casser la tête. C'est un job à plein. Et c'est là que tu te rends compte aussi, c'est pour ça ce que je disais. Tellement hâte que tu changes des couches, mec. Tu vois que là, le frigo sale, il essaye 6 fois par jour. Ça devient dérisoire. Quand t'as mis la main dans les couches. Ah, c'est fini. Mais même la maternité, promis, on te chie dessus, tu fais bah c'est bon. J'avoue, la couche, c'est bien sûr. C'est le pire du dégueu en tant que papa, les couches. Ou c'est parce que moi je sais qu'il y a le côté vomi, moi si j'étais vraiment. Nous on a de la chance, c'est qu'il a pas beaucoup vomi, mais moi je suis hémétophobe, donc vraiment. Ouais, moi ça j'ai un problème avec ça. Mais je capte quand même que globalement tout ce que peut faire ton enfant, le fait que ce soit ton enfant, ça passe au-delà de tous les trucs dégueulasses, quoi. Et moi je suis désolé, je vais rester désolé pour les personnes sensibles. Parce que en fait, c'est de jacasse ou quoi? Ça a brillé cette émission. T'as un petit sac à vomi ou quoi? On va se le distribuer. Est-ce que les petits bébés, ils font des petits cacas? Ou alors c'est des grandes dingueries. Ouais, j'ai voulu dire que c'était des démons. Hein. Non, en vrai, c'est toujours un peu proportionnel. Hein. J'imagine qu'il n'y a pas de geyser. Mais le premier caca qui s'appelle le méconium, c'est en effet. Le méconium. Ouais. C'est un nom. Il y a un place de monstre dans Stranger Things. C'est genre en upside down. En vrai, c'est ça. C'est du pétrole, c'est noir de malade, ça colle de fou. Et en fait, c'est ton enfant. Le premier caca. Ouais, premier caca. C'est les 2-3 premiers cacas, tu vois, maternité. Donc en général, c'est quand il est 4h du matin que ta meuf peut pas se lever et que t'as une sage-femme qui ouvre et qui dit bon bah le papa il va changer la couche. Ouais. Et donc moi en fait en plus je vous ai parlé des détails, mais moi il continuait à faire. Donc vous voyez un tube de dentifrice, bon bah t'imagines ça, mais un tube de dentifrice de charbon quoi, et qui colle et tout. Et moi j'étais en mode waouh, c'est une dinguerie comment les couches ça va être un enfer. Je suis riche. Ouais, j'ai gardé le truc. Et en fait bon ça passe, mais c'est qu'au début il est dans une solution aqueuse, tu vois, donc tu vois son corps il est en train de s'habituer à tout, donc ça passe. Mais moi je t'avoue que j'étais un peu traumatisé de ça, de se faire chier dessus et tout au début, donc j'avais acheté un tablier. Et donc, un tablier Dickies, donc un peu classe. Un tablier Dickies, je suis mort. Un peu vêtement technique, ouais. Et au début, je le mettais, et en fait, il m'a jamais chié dessus. Et au bout de 3 mois, j'ai dit, vas-y, on arrête. Faut le rentabiliser, je me chie dessus moi-même. Je me chie, Dickies, quand même. Non, j'ai passé ce truc-là. Mais oui, mais ces trucs-là, c'est un des trucs qui me faisait le plus peur quand même, les cacas. C'est pour ça, moi, c'est peut-être la question. Et en fait, une fois que ton enfant il est là, t'as plus rien à foutre, quoi. C'est le caca qui te fait les chocs. Ça, c'est moi, je suis pas un du caca.
Toi, JUR, ton père, quel type de gars? Même mes parents, de manière générale, moi, je pense que je fais partie de ceux qui ont énormément de chance. Parce que, mon père, il l'est plus aujourd'hui, il était légionnaire dans la Légion étrangère. Donc, d'apparence, et quand on le connaît pas, c'est un gros dur. Ouais. Et comme tous les légionnaires, un peu zinzin et tout. Mais la réalité dans tout ça, c'est que c'est des personnes très sensibles, d'autant plus que, de par la Légion, on déménageait tous les 3 ans. Ouais. Donc en fait, on s'est vraiment consolidé en famille, en équipe de foot, tu vois. Donc en fait, on a la sensibilité de chaque individu présent dans la maison en nous, tu vois. Donc en fait, ça a toujours été très simple, très obvious pour le coup, même s'il y a eu des phases, bien sûr, vers 15 ans, des trucs comme ça, où c'est plus dur, et puis on se dit plus forcément « je t'aime ». Mais je sais que depuis que je suis gamin jusqu'à encore aujourd'hui, mon père, il passe dans le couloir de la maison, il ouvre la chambre, il dit « vous êtes vraiment beau ». Il ferme la porte, il part, tu vois. Des trucs comme ça. Il te voit. Non, on est trois garçons. Ouais. Et du coup, tu sais, tout le temps de l'amour. Il n'y a pas une journée sans amour. Et je sais pas si c'est suite à ça ou suite au fait que je sois malgache ou quoi au caisse, mais on est tous très très famille à fond. Quoi. Ça, c'est malgache. Je pense que c'est un peu malgache. T'as une famille nombreuse? Ma petite famille, on est 5. Ouais. Après, on est nombreux. Au-delà après la pub YouTube, on est nombreux. Après, le truc, c'est que nous, on a grandi à plein d'endroits différents, dont dans plusieurs villes de France. Et du coup, les réunions de famille, c'est pas comme quand on va à Mada, tu vois. Quand on est à Mada, il y a les big réunions de famille, grand terrain de basket, la bouffe, alcool, tout ça, machin, nana. Et c'est trop bien. Mais quand on est en France, c'est des genres de... Tu vois, j'ai des cousins, des cousines, on n'est même pas cousins, tu sais. Genre, il y a des malgaches dans la Légion étrangère, il y a des machins, et on sait que c'est tonton et tati, mais c'est peut-être pas tonton et tati. Et du coup, en ce sens-là, de proximité et des liens qu'on a créés qui sont pas forcément du sang, et on fait des grosses réunions de famille. Mais ça aussi, je crois que de communauté fort. Ouais. Mais je crois que ça, c'est effectivement le fait d'être malgache, mais il y a aussi beaucoup la Légion étrangère qui joue sur ça, où en fait, on s'est retrouvés dans des trucs qui sont des réunions de famille, mais t'as des Tahitiens, parce que des Polynésiens, des Somaliens, c'est ça, c'est toute origine confondue. C'est la Légion étrangère. Donc c'est vraiment ce truc-là, et en tout cas c'était, je sais pas comment c'est aujourd'hui. Ambiance du coup fraternité malgache, ambiance fraternité, déménagement, ambiance fraternité, Légion étrangère. Ça fait que je suis vraiment dans ce truc-là de liens solides, tu vois. Que ça soit dans ma famille et dans mes comportements aussi sociaux aujourd'hui, tu vois, avec les autres. Gringe, toi, ton père, il était comment? Allez, est-ce qu'on a une question? Est-ce qu'on peut switcher sur la thématique d'après? Non, mais... Moi, je le retrouve là récemment, un petit peu. Ouais, mais grâce à mes petits frères. J'ai un demi-frère et mon petit frère, du coup, dont on parlait tout à l'heure, avec qui j'ai écrit le bouquin là. C'est plus à leur demande qu'il a fallu renouer un peu les liens. Mais moi, pendant 10-15 ans, non, ça a été le silence radio. C'était... mais ça reste un bon archer. Je les appelle, c'est des bons archers, mes darons. Ils nous ont bien dirigés, tu vois. Mais après, c'était quelqu'un de carriériste. J'ai entendu ça, je sais pas chez qui bossait beaucoup, on voyait peu, quoi. On voyait les week-ends. Mais voilà, avec l'âge aussi, tu comprends aussi la problématique de l'homme et pas seulement du père. Ouais. Et je commence à comprendre ce par quoi il est passé, quoi, dans son histoire familiale, comment lui s'est construit, avec c'est pareil, ses démons, ses échecs, la maladie de mon frangin, tu vois, le split des parents juste après ça. Ouais. Je suis vachement moins... j'étais pas dans la rancune, mais je suis vachement moins... radical, quoi. Avec lui, voilà. On se retrouve petit à petit, c'est très cool, là. Est-ce que tu as l'impression qu'il est moins dur que ce qui pouvait être plus jeune? J'ai l'impression que les darons plus vieillissent, plus ça devient un peu des chamallows. Ouais, mais moi je viens de me tu vois, des chamallows. Ouais, il a un gros bide. Moi, il a vraiment physiquement chamallow. Il s'est fumé au chamallow. Laisse tomber. Depuis la retraite, il s'envoie du chamallow dans tous les sens. Ouais, tu le sens plus doux. Mais parce qu'il vient d'un milieu méga modeste et qu'il n'a pas compris. À 20 ans, quand j'ai commencé à écrire des textes et à vouloir faire des trucs avec Aurel, on était dans son garage. On avait, à l'IUT de IF, on en parlait tout à l'heure avec les mecs. Nous, on avait une section informatique. On était parti carotte une tour informatique. Ouais. Aurel, il avait collé un écriteau sur un écran, genre en panne, avec une écriture de maternelle, un truc dégueulasse et tout. Et on s'était barré avec la tour sous le bras.
avec un chèque en blanc de mon père, on avait acheté un Shure, un micro. Et on s'était monté un truc dans le garage de mon père. Et à 20 ans, on était déjà hors sol. On n'allait plus en cours, truc. Et donc ça avait du mal à passer. Puis je crois qu'il c'était déjà ma petite culture à Cergy, la culture du rap. Et, lui, il comprenait pas ça. Il était dans un monde parallèle et il voyait pas il voyait pas l'issue de ça, l'issue professionnelle en tout cas. Et il comprenait pas pourquoi lui s'était mouillé le maillot comme un fou pour nous offrir un minimum de confort et pouvoir faire les études et tout ça. Et que d'un coup, genre, je balaye tout ça d'un revers de main pour faire du rap, tu vois. Et est-ce que tu as eu l'impression que du fait de la maladie de ton frère, il a mis plus, pas d'espoir, mais tu sais, il était plus dur avec toi-même sur toi, t'as pas d'excuses, donc tu vas sans que ce soit la maladie de Thibaut, c'est juste le fait d'avoir été l'aîné. Ah ouais, ok. Ouais, le fait d'avoir été l'aîné, c'était... puis j'avais un caractère bien trempé. Ouais. Mon petit frère, il était plus cool. Ils sont déjà vachement proches, tu vois. Eux, ils ont une relation différente de celle que j'ai avec mon père. Ils sont vachement plus en fusion et plus proches. Maintenant, le fait d'avoir été l'aîné, t'essuies les plâtres, quoi. Ouais. On parlait du côté un peu chamallow. Moi, je le vois du fait que mon père est devenu grand-père. Ouais. Il fait des trucs avec mon fils qu'il a jamais fait avec moi, tu vois. Donc, je me dis, ah ouais, putain. C'est beau aussi, ça, n'empêche. Ouais, tu sais, il y a des jeux, des trucs où je me dis, ah ouais, putain, il est beaucoup plus doux. Ouais. Parce qu'il a une étape de sa vie aussi. Déjà, c'est pas son fils direct, je pense. Mais en effet, à 25 piges ou à 55, tu vois, ce dont tu parlais tout à l'heure quand tu deviens père, tu comprends un peu mieux ton père. Ouais. Je pense que l'effet inverse existe aussi, tu vois. Quand un père voit son fils le devenir à son tour, il y a peut-être un truc où cet effet miroir marche dans les deux sens, tu vois, où il va devenir... tu vois, il va devenir un peu plus souple et peut-être offrir une attention qui n'était pas celle qu'il avait pour toi à l'époque. Quoi. Carrément. Mais je sais, c'est marrant parce que moi, il passe aussi par ma mère, alors qu'ils sont plus ensemble depuis des années, mais ils sont descendants de chiant. Mais du coup, tu vois, je sais qu'il a dit à ma mère qu'il espère qu'il allait voir son petit-fils très souvent. Parce qu'il a capté qu'il n'avait pas passé assez de temps avec mon frère et moi, tu vois. Et donc il a mis des trucs de vouloir aussi rattraper ce retard, mais tu vois, c'est manquement de moments, quoi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ben. Joyeux anniversaire. Happy birthday, bro. Je fais un vœu. J'espère que... Ah non. Allez. Oui. Le souffle du trentenaire. Les amis, donc en plus c'est pas fake, hein, c'est vraiment aujourd'hui mon anniversaire, donc mettez joyeux anniversaire dans les coms, je vous en supplie, il me faut de l'engagement dans cette vidéo. Les amis, 32 ans, est-ce que il y a des choses sur le temps là qui vous est encore imparti dans la vie où vous dites si je meurs sans l'avoir fait, je suis dégoûté? Rencontrer Zizou. Ouais, tu me le disais hier en plus. Dis-moi, je ne meurs pas si je n'ai pas vu Zizou. Non. Je te jure. Genre voir ou lui parler. Je veux lui parler et qu'il me dise c'est bien. C'est mon objectif. Ok, non, mais cool. Tu sais que là, tu viens de donner le truc là. Il va juste te dire ça, t'auras trop le seum. C'est tout, mais juste, tu sais que je lui dis, du coup, je suis chanteur. Ah, c'est bien. Je suis mort. Moi, je sais tout ce que je veux faire. Okay, je te jure. En fait, j'ai capté que j'avais pas du tout le niveau en foot pour réussir à rencontrer. Donc, mon seul autre moyen, c'était de réussir à percer dans autre chose. Et là, je vise la musique pour qu'à un moment donné, le plan machiavélique. Je puisse en fait, rencontrer toi, tu fais de la musique pour Zizou, quoi. Frère, c'est tout ce que je veux. Incroyable. Et le jour où je le rencontre, j'arrête. Putain, donnez-moi une réponse plus introspective, je vous en supplie. En vrai, moi j'ai une réponse plus introspective, je crois, qui est même pas si ambitieuse que ça, mais c'est vraiment juste, tu sais, comme sentir une genre d'extase, d'apaisement, mais pas tout seul. Tu vois, que les personnes qui sont autour de moi, on soit tous là en mode, ok, la météorite, elle est en train de tomber et c'est trop cool, tu vois. C'est parti, frérot. Faut que tu fasses. Je te jure, ça va marcher. La météorite, mon gars, t'inquiète même pas. Ouais, c'est ce truc-là, parce que sinon, tous les autres trucs, c'est des trucs, je kifferais les faire, mais si je les fais pas,
ça fait chier, mais c'est pas non plus, tu vois. Il y a des voyages que j'aimerais faire, des délires que j'aimerais avoir, mais... Toi, tu veux plus une sensation, quoi. La sensation de plénitude, d'être heureux, quoi. Ouais, comme si... Mais c'est trop subtil à expliquer, mais tu sais, comme si c'est bon, t'as touché un truc. Un truc d'accomplissement, t'arrives au bout du chemin, pas de regret, quelque chose de... Ouais, c'est le seul mot qui résume un peu, c'est la paix, mais c'est vraiment... Qu'est-ce qui t'empêche de pas le faire maintenant? Enfin, de pas l'avoir maintenant, ce feeling? Des mécanismes cérébraux, je pense. Il y a un côté Nirvana, un peu truc. Non, je suis sérieux. Non, le mot, pas le groupe. Ah non, mais je croyais que tu parlais du groupe. Un côté bébé dans une piscine. Mais cette espèce d'état, tu vois, de plénitude un peu. Mais vu que je sais que ce serait totalement irréel et même non humain que de l'expérimenter éternellement sur Terre, parce que c'est pas un concept qui pour moi collabore avec la dualité de l'humanité, de l'existence et même de l'univers, parce qu'il y a des dualités et que du coup tu peux pas avoir éternellement une paix, mais juste à un moment clé le ressentir et à ce moment-là ancrer un truc dans le cerveau de comme si, je sais pas, tu vois, après ça tout ce qui peut arriver, tout ce qui va arriver, c'est pas grave, tu vois. Ressentir une fois, en gros. Ouais, une fois et bam, tu vois, en mode... Va t'asseoir en tailleur au Tibet, un petit peu. C'est ça, les pays. T'as une session de 2 mois au Tibet, tu t'assois en tailleur. Pas si loin de moi avec Zizou, moi c'est la même chose. Le problème, toi, ton Tibet, c'est Zizou. Le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui propose ça à sa manière. Ouais, il y a les Tibétains, il y a... Mais je crois que c'est trouver son propre biais pour y arriver, quoi. Bah ouais. Et ça, c'est un autre sujet, mais qui est ultra deep, que j'adore. J'ai écrit dans un son un jour, j'ai trop peur d'être dans la mauvaise maison le jour de la terre qui brûle. Tu vois. En fait, tout le monde te propose un peu ce truc-là dont je parle, tu vois. Ton salut, tu vois. Et là, t'as l'impression d'être dans la bonne maison? Je suis dans la maison de Ben, donc forcément. Merci à tous. Là, tu fais cut. Bien sûr. Allez, ça dégage. Allez, abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine. Pierre, toi, est-ce que t'as un truc où tu dis ça, même si c'est pas forcément la semaine prochaine, hein, tu vois, tu dis ça avant de mourir, c'est sur ce truc-là, il faut que je l'ai fait, il faut que je l'ai accompli, quoi. C'est vrai que j'y pense pas de ouf. Gagner la Starac, en vrai. Une deuxième. Toutes les gagnées. Tu retournes, tu regagnes. Allez, on y retourne. Non, je sais pas. En vrai, moi, je pense un peu aussi un sentiment d'être à ma place, tu vois. Ouais. Avant de mourir, j'ai envie que quand je suis là, je suis à ma place. Dans mon travail, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je me sens bien, même physiquement, tu vois. Ouais. Et dans ma famille, dans ma vie, tout est un peu aligné, en fait. Je suis un peu aligné avec tout. Et tout se passe bien. Là, t'as l'impression que t'es sur ce chemin-là? Là, j'y suis pas encore. Je pense qu'il me faut du temps pour bien être partout, tu vois. Là, je débute, je suis un peu partout et nulle part à la fois, tu vois. Donc, je pense que avant de mourir, j'aime bien faire des choses, quoi, quand même, voyager. J'ai envie d'aller aux États-Unis, je suis jamais allé de ma vie, tu vois, des trucs comme ça. Des trucs un peu bateaux. Mais je pense que le plus important, pour moi, c'est d'être aligné dans mon travail avec mes amis, avec tout, en fait, et que quand je me réveille le matin, j'ai pas la banane à ce point-là, mais tu vois, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, avec qui je le fais, quoi. Trop bien. Voilà. Je sais pas si c'était clair, tu vois, c'est mais très j'ai clair. dit un truc. Tu te sens bien, en gros, tu te sens bien. Je suis bien, comme je suis bien. C'est bien, Pierre. La Star Academy, c'est bien. C'est bien. C'est tout ce que je veux. Non, mais j'ai d'autres aspirations au-delà de ça pour la déconne. Bien sûr, on s'en doute. Mais comme par exemple... pas Zizou, pas Zizou. Mbappé, par exemple. Non, Mbappé qui a acheté un club qu'on connaît bien, bien sûr. Actionnaire, il a acheté le club ou il est actionnaire? Il est actionnaire, pour moi, c'est pareil. Il a mis des billets sur la table de Kiki. C'est à moi maintenant. Gringe, toi qui est pas du tout la même génération que Pierre, pour le coup, vous avez 20 ans d'écart. C'est pas possible, on va couper ça aussi. Est-ce que donc toi qui vois plus le bout du tunnel, hein, finalement? Oh la vache! Non mais moi je le vois, on a 10 ans d'écart. Non mais c'est vrai que de temps en temps je me lève et je vois la lumière blanche quand je me réveille le matin. Attends la paix. Est-ce que toi il y a des trucs où tu dis vas-y là, ça c'est vraiment un accomplissement, il faut que je le fasse avant? Non, tu sais, sincèrement je suis toujours au jour le jour, c'est un truc qui changera jamais, du coup je suis en incapacité de me projeter, et encore moins de me projeter dans 20-30 ans, tu vois. J'espère juste avoir un fauteuil roulant solide, un truc sur lequel je puisse me... Non, je sais pas, j'ai pas de goal, pas de truc, mais je rejoins Pierre sur l'histoire d'un espèce alors c'est pas d'accomplissement, mais de paix intérieure, de trucs où tu te dis, ok, tu peux te retourner sur ta vie et te dire, il y a quand même des choses de vécu
la quête fut belle, tu vois. Puis le faire toujours dans le compagnonnage, en vrai. C'est ça qui donne du sens, c'est de constituer ta tribu. C'est ça qui donne du sel et du sens à une existence. La relation, l'amour, amicale, amoureuse, tu vois, la tribu, quoi. Que vivre tout seul, c'est un peu moins fun, quand même. De ouf. C'est clair. De fou. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Est-ce qu'on n'éclaterait pas ton gâteau, Ben, maintenant? Ouais. En karatéka. Moi, j'ai un couteau en la personne de ma main. On va le manger juste après. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun? Vous avez tous un peu de la promo. Alors moi, voyons Ben. À Caen. D'accord, bien sûr. Tous à Caen, rue Écuyère. Retrouvez-nous tous au Broc, rue Écuyère, au 13 du Écuyère. 20h30. Non, mais en vrai, je dirais chez Pierre et l'adresse, c'est. J'habite encore à Caen. Ah ouais. Gringe, nouvel album qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. À streamer, à l'acheter aussi. On peut l'acheter en physique encore. Ouais, non. Et puis on a fait une espèce d'édition, un truc, un feat avec Giorgio sur une édition. Ah, trop bien. C'est les bails de maison de disques qui veulent faire du bif, tu vois. J'ai pas trop mis le nez dedans, mais j'ai kiffé. C'est bien vendu en tout cas. J'ai kiffé collab avec Giorgio, c'était la deuxième fois qu'on le faisait. Ouais, très bon gars. Et Hypersensible est sorti il y a 3 jours là. Trop bien. Ouais. Allez streamer, moi j'ai adoré l'album. Merci 1000 fois, ça tue. Très cool. JER, toi il y a un album qui sort bientôt. Ouais, un album fin novembre. Allez. Qui s'appelle Par mon prénom. La vie du J. Ouais, un album fin novembre. Et plein de dates super chouettes, dont une maroquinerie le qui 1er est déjà novembre, complète, chouette. Qui a été sold out en 30 minutes. Incroyable. Et la cigale sold out en 3 heures. 3 heures, ouais. Ah ouais, t'as sold out une cigale? Ouais. Dans la foulée de la Maro? Ouais. En fait, on avait des billets en attente et du coup, on a annoncé une cigale et puis 3 heures. Bah. Et du coup, c'est quoi la suite? Il y a déjà un Olympia qui se profile? Il y a des trucs qui on parle. Ça cause. Mais moi, je suis super content parce que ça fait depuis le début d'Instagram que je partage ton taf en disant ce gars un jour. D'ailleurs, t'as bien participé à la montée de mon projet à des moments. Franchement, ça fait plaisir. Il y a fait une story et j'ai vu un nombre de personnes arriver. Mais parce que le taf est cool derrière, tu vois. Et il y a plein de gens qui m'en parlaient, qui disaient putain, la petite pépite et tout. Peut-être des gens qui vont te détester maintenant que tu vas devenir mainstream, qui vont faire non mais moi j'aimais bien à l'époque où tu vois. Le problème, c'est que j'ai toujours été mainstream. Oh. Et en même temps, dans les yeux de ma mère. Les gens savaient juste pas, Je faisais déjà des refrains. Dans le ventre de ma mère. Ça kick. Pierre, c'est quoi les actus? Moi, les actus, il y a l'album qui est sorti en juin, déjà. Et c'est vrai qu'il y a le feat là, avec Matt Pokora qui vient de sortir, du coup. Oui. Et puis la tournée, en vrai, le gros sujet, c'est la tournée. Juin, mars, avril, mai, juin. On peut encore prendre des places, là? Oui. Comment? Genre à partir de janvier. Ça fait engueuler derrière. Je fais janvier puis je reprends en mars jusqu'à juin. Trop bien. Et oui, il reste encore des places. Effectivement. C'est des zéniths en plus. Ouais, c'est la tournée des zéniths qui commence en mars et avant il y a les d'autres plus petites salles du coup comme l'Olympia aussi quand même qui est complet aussi. Ça c'est cool, très cool. Très cool. Putain les zéniths Coquin. Moi j'ai un Olympia aussi le 6 mai prochain. J'espère le remplir comme toi là. Allez, ça va prendre des places. Ça va prendre des places direct. Joseph. Moi, je cherche Jizou. La réédition de l'album Miroir sort le 18 octobre. Et en tournée un peu partout, on reprend début novembre. Et il y a la Cigale à Paris le 5 février. Trop bien. De toute façon, tout est dans la description. Le 5 Ouais. Toi, tu joues le 7. Non, moi, je joue le 9, frère. De quel mois, les gars? Ah non, moi c'est le 5. Moi c'est le 5, toi c'est le 9. Ouais. C'est ça. Parce que moi c'est le 5 décembre. On va pas se. Il y a plus de. On va pas s'embouteiller entre nous. Toi, c'est quand t'as dit? Le 5 décembre. La Cigale aussi? Ouais. Ah ouais. Mais du coup, t'es le premier, tu nous diras comment ça. Tu veux laisser une petite place ou? Avec plaisir, les frérots. Alors là, let's go. Tu sais quoi? Pour les même monter sur scène. Faut pas me dire ça, moi. Tous les jours. Bah, let's go, c'est noté. Cigale Olympia, tu es le bienvenu. Frérot, pareil. Merci les gars, c'était un plaisir de vous Merci à toi. J'espère que vous aussi vous avez kiffé et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.